Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Panini Cast, le podcast des émissions Panini, où Émile, chef émérite, j'ai envie de dire chef des ventes de Panini, et moi-même, Aurélien, community manager de Panini Comics, vous parlons régulièrement donc des diverses sorties du mois, mais de temps en temps, nous sortons une émission spéciale des Fagots, et avec le retour des 4 Fantastiques au cinéma et pour la première fois sous la houlette de Marvel Studios, il nous semblait tout à fait logique de vous proposer une émission. Alors, j'ai envie de dire une émission qu'on essaiera de faire en dessous des 2 heures avec 3 personnes pour vous parler des 4 Fantastiques. Donc notre troisième larron aujourd'hui, c'est j'ai envie de dire l'incroyable, le talentueux, le fantastique Yann Graff qui nous accompagne. Merci pour ce Monsieur le commissaire, merci. Bonjour. Merci, très, très heureux d'avoir été invité, merci beaucoup. Surtout pour les 4 Fantastiques, le groupe... Oui, qui est une série que t'aimes pas, je crois. C'est un groupe que je porte dans mon cœur et qui en plus a lancé le Marvel Universe. C'est pas rien. D'accord, de toute façon, on aura l'occasion de revenir en détail de toute façon sur l'équipe, d'où vient-elle, que fait-elle, quel est son but dans la vie, avec notamment, on va dire... une petite structure assez classique, où on va en fait aborder aussi bien du coup la création de la série par le duo Stan Lee Jack Kirby, puis aussi la série John Byrne, le passage aussi du coup des années 80-90, et puis donc aussi Mark Waid, Mark Millar, et du coup pour terminer sur Ryan North, qui est donc le scénariste actuel de cette super série qui a connu quand même pas mal d'événements, qui a aussi suivi du coup la vie de Marvel Comics. Et on va essayer effectivement de rester avec un programme très chargé quand même, parce qu'il y a beaucoup de très bonnes histoires à aborder, sur la présentation de ces personnages. Mais du coup, avant de commencer, est-ce que on peut revenir sur la genèse et la création en fait de ce qui est, comme le titre le dit lui-même, le World's Greatest Comic? Alors il y a une légende autour de la création, qui est que la légende, c'est Martin Goodman, qui était le patron de Marvel, a fait une partie de golf avec Jack Leibowitz, qui était le patron de DC, et DC se targuait, Leibowitz se targuait en fait d'avoir un carton avec Justice League of America, qui était donc le groupe phare de DC Comics, et qui cartonnait en termes de vente. Alors que à l'époque, les comics Marvel étaient principalement des comics de monstres, avec quelques comics d'humour, avec quelques comics de romance, mais voilà, principalement des comics de monstres, et ça marchait, mais ce n'était pas non plus des cartons phénoménaux. Ils ont eu dans les années 40 et un petit peu dans les années 50 Marvel des super-héros, notamment donc le Prince des Mers, la Torche Humaine et Captain America, mais ça faisait des années qu'ils étaient un peu en veilleuse. Du coup, Martin Goodman rentre au bureau et dit à Stan Lee: il faut absolument que vous fassiez un groupe de super-héros comme la Justice League of America. Sauf que Stan Lee est pas chaud, parce que les super-héros, ça l'intéresse pas. En tout cas, les super-héros tels qu'ils le sont à l'époque. C'est-à-dire des super-héros, on va dire, plutôt dans le mode classique, plutôt défenseurs du statu quo, avec une identité secrète, avec des éléments qui sont déjà des clichés. C'est-à-dire le principe de Superman. C'est-à-dire la petite amie amoureuse du super-héros, mais elle peut pas encadrer son alter ego humain. Et lui, il a envie de casser tout ça. Notamment, l'une de ses idées phares, c'est de dire: si moi j'étais super-héros, si j'avais des super-pouvoirs, je veux que tout le monde le sache. Je ne mettrais pas un masque, je serais une célébrité. C'est très cohérent avec Stan Lee. Ce qui est cohérent, ouais, et c'est peut-être de tout ce qu'il raconte sur l'origine, ce qui est le plus véridique. Parce que la partie de golf, visiblement, elle n'a pas eu lieu, c'est juste qu'ils ont regardé les ventes, ils ont regardé ce qui marchait en face, et ils se sont dit: il faut absolument creuser dans le même filon, quoi, faire le même genre. Il en parle à Jack Kirby, qui est à l'époque le dessinateur numéro 1 chez Marvel, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de dessinateurs. Ils ont Jack Kirby, ils ont Steve Ditko, Dick Ayers, ils ont un petit pool. Et Jack Kirby, quelques années auparavant, a fait un quatuor d'aventuriers chez DC, ils s'appelle les Challengers de l'inconnu, qui sont 4 aventuriers qui ont survécu au crash d'un avion. Et il se dit: on va mélanger ça avec l'idée de faire des super-héros, avec des pouvoirs qu'on connaît. Donc Mister Fantastic, les pouvoirs d'élastique, ça revient à Plastic Man dans les années 40. La Torche Humaine, c'est carrément le nom et les pouvoirs d'un personnage de Marvel dans les années 40. La Chose, c'est un personnage qui
qui ressemble au monstre de ce que publie Marvel. Et la femme invisible, il y a eu Invisible Scarlet O'Neil, je crois, qui a été publié. Alors, je sais plus si c'est par Time Mini ou par un autre concurrent, mais en tout cas, il y avait déjà un personnage d'héroïne qui devenait invisible. Il relie ça à l'idée du crash, mais ça sera le crash d'une navette spatiale, puisqu'on est en 61. Donc, on est vraiment dans le programme du Mercury 7, la course à l'espace. C'est les États-Unis qui se sont fait battre par l'URSS au niveau de la course à l'espace, qui veulent prendre leur revanche. L'objectif, c'est la Lune. Et d'ailleurs, dans le premier épisode d'LFF, Reed Richards pique la navette pour faire un test pour pouvoir voler jusqu'à la Lune. C'est vraiment ça le but. Ça sera modifié plus tard par on va voler dans l'espace, on va voler dans d'autres dimensions. Mais à l'époque, la destination, c'est la Lune. Et dans cet environnement de guerre froide, dans cet environnement de course à l'espace, va se créer ces personnages qui n'ont pas d'identité secrète, qui sont des célébrités et qui vont affronter dans le premier épisode des monstres similaires à ceux qu'on trouve dans les autres magazines Marvel. Donc c'est un peu un melting pot de toutes les influences du moment. Ce qui est étonnant avec ce titre déjà, c'est que toutes ces influences fassent pas tout est cohérent. C'est-à-dire que c'est ça la grande force pour moi des comics Marvel, à commencer par les 4 Fantastiques dans les années 60, c'est la cohérence et la façon dont ils vont révolutionner, dont Lee Kirby vont révolutionner toute une industrie. Et il y a un truc qui est assez fou sur le début des 4 Fantastiques, c'est qu'il y a beaucoup de séries, que ce soit Marvel ou autres, qui mettent pas mal de numéros avant de trouver j'ai envie de dire leur rythme de croisière, ou même à vraiment réussir à définir complètement le style ou le lore des personnages. Et je trouve qu'avec les 4 Fantastiques, c'est instantané, c'est-à-dire que on dès le premier numéro, allez, peut-être disons il en faut 3 peut-être, mais on a on a la série qui est là, elle est toute la matrice est là dès le début. Ah non, moi je trouve même que oui, c'est dans les 5 premiers numéros, t'as tout qui est mis en place, puisque le 4e amène le Prince des Mers, il va y avoir le triangle amoureux avec Reed et Sue, et le 5e c'est Dr Fatalis. Et Fatalis pour moi c'est le 5e personnage en fait des 4 Fantastiques. Oui. Bah, d'ailleurs, est-ce que ces 4 Fantastiques on peut les présenter? Parce que c'est vrai que ce premier numéro les introduit assez brièvement, mais déjà les caractérise. On a Reed Richards, donc le scientifique brillantissime, qui doit à mon avis avoir breveté la moitié des inventions de l'univers Marvel, si ce n'est plus. Du coup, qu'on voit déjà mis comme le leader. C'est lui qui va les contacter, les autres personnages. On a ensuite donc Ben Grimm, qui est vraiment montré comme un monstre, vraiment dès le début, où en gros, même lui, en fait, au civil, en costume ou à la vie, en fait, ça reste un monstre, il fait peur aux gens. Johnny Storm, qui est du coup le frère donc de Sue, qui lui est montré déjà comme un flambeur. On le voit dans une bagnole de luxe et tout, et puis après il s'enflamme et puis il s'envole. Un peu une tête brûlée, quoi. Exactement. Et puis ensuite Sue Storm, donc bientôt Sue Richards, qui est en fait montrée comme étant la femme invisible, et du coup au début voilà, un peu comme malheureusement pas mal de comics à l'époque peut-être aussi, du coup un peu transparente effectivement au début, mais après qui va gagner son importance notamment dans le run de Byrne qu'on explorera après. Ouais. Elle va gagner quand même, je trouve. Certes, il y a une espèce de step up au moment de Byrne, mais il y a quand même avant ça, tout du long, elle prend de plus en plus sa place. Au début, c'est vrai qu'elle est dans le cliché des femmes des années 60, tel que décrit dans les comics, avec le côté très superficiel, on va dire. Souvent, elle va faire les remarques qu'on retrouve aussi dans la bouche d'autres personnages comme la Guêpe ou d'autres, qui sont vraiment les remarques les très très superficielles, quoi, on va dire. Ouais, et puis le problème qu'ils ont, c'est que dans les 2 premières années, c'est la différence de pouvoir entre les Reed Richards, Johnny et Ben, qui ont vraiment des pouvoirs très offensifs, qui sont vraiment très utiles dans un combat, et Sue qui peut juste devenir invisible. Et ils ont l'idée à partir de la 3e année de donner à cette façon de devenir invisible une explication c'est un champ de force. En fait, c'est un champ de force qu'elle revêt, mais qu'elle peut utiliser de façon offensive.
à partir de là, elle devient quand même plus intéressante dans la dynamique du groupe et dans la dynamique notamment de l'action. Et on peut la montrer faire autre chose que simplement être capturée par le super vilain. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un quatuor, et un quatuor, ça marche toujours bien, en fait, quand tu crées des groupes, parce que c'est la théorie, c'est Bren Kevon qui m'en avait parlé de la théorie des Tortues Ninja, où en gros, l'équilibre des caractères dans un groupe à 4 et crée une super dynamique. C'est-à-dire que vous avez le véritable, enfin le chef officiel, vous avez le chef, l'intello, mais qui est en fait, si on regarde bien, le vrai chef qui donne toutes les indications, mais qui ne dirige pas l'équipe. Et vous avez la tête brûlée, et vous avez le personnage un peu immature. Et là, vous avez un peu ça avec les 4 Fantastiques, c'est-à-dire la forte tête, c'est la chose. Le personnage un peu immature, c'est la torche. Reed, c'est le chef officiel, et petit à petit, on voit que c'est Sue qui est plus ou moins la raison qui possède la raison dans le corps du groupe. Et puis en plus, on l'a évoqué, mais au-delà d'être une équipe, est-ce que ce qui fait pas aussi la force des 4 Fantastiques, c'est aussi leurs liens, notamment liens familiaux? Le fait que Reed et Sue sont ensemble, fiancés, puis après vont être mariés, le fait que donc Johnny soit le frère de Sue, et le fait aussi que dès le premier épisode, alors je sais pas forcément, j'ai pas tout lu, mais je sais que c'est quelque chose qui est repris après et exagéré dans Molécule Instable, qui est une histoire un peu à part. En fait, c'est aussi l'idée que Ben semble un peu jaloux au départ de Reed Richards et semble un peu essayer de s'immiscer dans l'histoire d'amour entre Sue et Reed. Oui, il y a... En fait, ce qui est intéressant avec les 4 Fantastiques, c'est que pour les années 60, c'est une famille dysfonctionnelle. Aujourd'hui, ça devient une famille traditionnelle. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a entendu souvent là pour justement les adaptations au cinéma, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive encore avec une famille qui est typique de la famille nucléaire des années 60 à tirer les foules. D'où l'intérêt dans le film là qui va sortir de les présenter dans une espèce de société rétro-futuriste typique années 60, puisque là ça coule de source. Donc, mais à l'époque, le fait qu'ils se chamaillent tout le temps, c'était déjà pour un groupe de super-héros, c'était complètement atypique. Et c'était révolutionnaire, justement, puisque un groupe comme la Ligue de Justice dont on parlait, tous les personnages s'entendaient. C'est tout le monde collabore, tout le monde est les meilleurs amis du monde. Si jamais il y a une mésentente ou un combat, c'est un plan des méchants, où ils sont hypnotisés. Là, les tensions, elles sont telles que dès le 3e épisode, la Torche Humaine quitte le groupe. Ensuite, il y a le prince des mers qui tente de séduire l'invisible et qui rajoute, voilà, une pièce à l'échiquier en fait de cette famille qui devrait être stable et qui ne l'est pas. Donc le titre Molécule Instable avec James Tourne, qui est une variation sur le thème des 4 Fantastiques sur une famille qui éclate dans les années 50. C'est tout à fait bien vu, en fait. C'est ce qui est sous la surface des 4 Fantastiques, et à mon avis, c'est ce qui a plu. À tel point que dans un film qui s'appelle The Ice Storm d'Ang Lee, le personnage principal explique qui vit donc qui a une voix off et qui vit dans une famille qui est dysfonctionnelle, explique les problèmes familiaux et la nature d'une famille via les 4 Fantastiques, via un numéro des 4 Fantastiques où le fils Franklin Richards menace d'exploser. Et voilà, c'est que la famille en fait est lieu de souffrance et pas lieu simplement de bénéfice. Donc c'est aussi un aspect qui est très intéressant, un peu psychanalytique, mais qui est très intéressant dans la série. Tu veux dire que le côté super-héros à super problème, on parlait souvent Stanley, ici le super problème c'est la famille. Du coup, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et tu l'as évoqué du coup à travers ta présentation, mais c'est vrai que du coup aussi, est-ce que ce qui a plu dans la série, notamment la partie Stanley Jack Kirby, c'est aussi qu'on a repris là pour préparer cette émission le nombre de personnages majeurs de l'univers Marvel ou de base de l'univers Marvel qui ont été introduits donc finalement en quasiment 10 ans par Stanley et Jack Kirby. C'est quand même assez fou quoi. Parce qu'on a parlé de Namor dans le numéro 4, Fatalis, donc rien de moins que le grand méchant de l'univers Marvel actuel, et puis bon, un des plus grands méchants peut-être tout court, les Skrulls dans le numéro 2, si je dis pas de bêtises, le gardien donc Uatu, je sais pas, jamais su comment prononcer vraiment, donc The Watcher, donc du coup dans le numéro 13, Flèche Noire, donc du coup à travers lui les Inhumains, du coup dans le numéro 45, le Surfeur d'Argent et Galactus dans le 48, excusez de peu. Donc voilà. Une période où Black Panther dans le numéro 52. Black Panther, ouais. Voilà. Ouais, l'année 65, en plus c'est de la folie quoi.
La série, comme je dis, elle est très bien dès le début, mais c'est vrai que il y a une espèce de courbe ascendante pour Lee et pour Kirby, beaucoup aussi, qui fait que c'est vrai que quand on commence à être quelques années dans la série, ça devient incroyable en termes de propositions permanentes, quoi. C'est non seulement il y a beaucoup de personnages donc qui sont créés dans la série, mais c'est beaucoup de personnages qui vont être disséminés après dans tout l'univers Marvel et venir le peupler, venir créer du lien, etc. C'est pas non. Alors on a cité Captain America, donc Namor, qui est réintroduit dans la série. On a cité ces personnages-là qui existaient, qui prédatent donc la série Fantastic Four. Mais c'est vrai que on l'a dit, Fantastic Four, c'est la série qui fait naître l'univers Marvel de toutes les manières possibles. C'est-à-dire que non seulement c'est la première série qui va du coup avoir le titre de Marvel Comics dessus, parce que juste avant ça, on est encore dans la période Atlas. Et en plus de ça, ça va être celle qui va faire la renaissance de tous les super-héros derrière. C'est son succès qui va permettre à Marvel et donc à Stan Lee avec Kirby, avec Ditko, etc., de créer toute une vague de super-héros. Et donc, ils sont aussi créateurs de l'univers Marvel dans le sens où ils créent ils génèrent plein d'éléments, de personnages, de lieux, d'idées qui vont venir peupler tout l'univers Marvel. Pendant les 40 premiers numéros, la série sert non seulement à introduire des nouveaux super-vilains, donc à chaque fois une nouvelle création, des nouveaux mondes, mais il y a aussi le fait d'inviter d'autres super-héros. Et les 4 Fantastiques font aussi des apparitions. Ils font des apparitions dans le premier numéro d'Amazing Spider-Man, ils font des apparitions dans le deuxième numéro de Daredevil. C'est vraiment les vedettes, et c'est les vedettes aux deux sens c'est-à-dire les vedettes au niveau éditorial et les vedettes dans leur monde, puisqu'ils sont considérés un peu comme la famille, comme une famille royale, quoi, comme une famille de célébrités. Et pour revenir à cette progression-là de Jack Kirby, puisque on connaît la méthode Marvel, c'est en gros les épisodes de Stan Lee et Jack Kirby, c'est Stan Lee et Jack Kirby bossent ensemble l'intrigue, mais c'est Jack Kirby rentre chez lui, fait tout le découpage crayonné, renvoie les crayonnés à Stan Lee qui rajoute les dialogues dans les bulles, avec parfois des indications qui ont été faites par le dessinateur quand il y a des points d'intrigue qui sont importants. Cette façon de faire, ça permet de publier énormément. C'est pour ça que Stan Lee arrive à être scénariste de 5 ou 6 séries en même temps. Et ça permet de publier en même temps et d'être assez rapide. Pour quelqu'un comme Jack Kirby qui fait 1 à 2 pages par jour, il peut à l'époque dessiner autant les 4 Fantastiques que Nick Fury, que les X-Men, que les Avengers, il dessine quasiment tout ce que ne dessine pas Jack Kirby dans le Marvel Universe, c'est Steve Ditko. Et c'est Spider-Man et Doctor Strange. Au bout donc arrivé 65-66, là, Kirby commence à se délester de certaines séries. Il garde que Captain America et Thor. Du coup, il a plus de temps pour développer les épisodes, et ça se voit. C'est-à-dire qu'il prend de l'ampleur à la fois sur les 4 Fantastiques et sur Thor. Captain America, comme les épisodes sont plus courts, ils comptent 10 épisodes, ça lui fait en fait 2 séries et demie, là où il en avait beaucoup plus. Et d'avoir plus de temps, d'avoir plus de champs aussi, puisque la méthode maintenant elle fonctionne, ça lui permet de casser en plus le rythme de la narration, d'en faire un espèce de gros feuilleton où en fait les personnages sont constamment en avant. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas ils vont passer de la rencontre avec les Inhumains à Galactus, au voyage au Wakanda, ensuite retour en Latverie, parce que le Wakanda, il y a le Black Panther, mais il y a aussi Klaue. Il y a ensuite on va voir lui qui va devenir plus tard Adam Warlock. Donc vraiment cette période de conception de concept, elle continue même après cette période, la première période, mais ça va être carrément des concepts cosmiques. Ça va donner ce versant cosmique aux États-Unis avec au Marvel Universe, avec cette manière de mélanger l'intime et le gigantesque, et qui va faire le succès jusque dans les films. Moi, je sais que j'ai été très ému quand dans le film Infinity War, à la fin, c'était marqué basé sur les Marvel Comics par Stan Lee et Jack Kirby, parce que pour moi, c'est ça.
C'est-à-dire que c'est un univers qui est, tu pars de la Terre, mais après tu explores toute la galaxie. Et il y a un autre truc qui est fantastique. Je vais faire la blague au moins 12 fois durant l'émission. C'est que Lee et Kirby vont faire un run de, si je dis pas de bêtises, 108 épisodes sur la série. Ouais, alors ils font 101 épisodes, mais après ils ont des pages qui restent de Jack Kirby, parce que Jack Kirby claque la porte, passe dans la maison d'à côté pour créer le 4e monde, rien que ça. Et il avait un peu de temps libre. Ouais, voilà. Et ils vont reprendre en fait ce sur quoi ils travaillaient, ils vont le rebidouiller. Donc il y a quelques restes de Jack Kirby. Ils vont essayer d'ailleurs de mettre. Stan Lee essaye de mettre au départ John Romita Senior parce qu'il se dit ça marchait sur Amazing Spider-Man, le remplacement de Steve Ditko. Donc pourquoi ça ne marcherait pas sur Captain America? Et ça ne marche pas très bien. Par contre, ensuite, au bout de 2-3 numéros, il ramène John Buscema. Et là, on a autant Jack Kirby est le grand dessinateur de Marvel des années 60, autant John Buscema sera le grand dessinateur de Marvel des années 70. Ouais, d'ailleurs, il retrouve au bout d'un moment ce que Lee va quitter la série à son tour pour le faire remplacer, comme souvent, par Roy Thomas et puis aussi par Conway à certains numéros, j'ai vu. Du coup, Roy Thomas, John Buscema, c'est vraiment les deux scénaristes et dessinateurs qu'on voit beaucoup dans les 70. Je pense que les fans de Conan le savent pour les avoir suivis pendant, je pense, un petit aparté, mais c'est vrai qu'en général, quand on fait les fiches de livres avec Aurélien, à chaque fois, c'est toujours par le duo emblématique Roy Thomas et John Buscema. On peut le dire pour les années 70, pour les années 80, pour les années 90. C'est parfait. Ça marche toujours. Donc je sais pas forcément est-ce qu'il y a vraiment des moments aussi très forts dans cette période-là que j'avoue que j'ai absolument pas lu. Parce qu'il y a quand même pas mal de scénaristes et dessinateurs qui passent. Il y a Wolfman ou Len Wein, de scénaristes. Alors, ce qui est marrant, c'est que t'es éditeur en chef chez Marvel dans les années 70, tu bosses sur les 4 Fantastiques. C'est-à-dire que tu prends le line-up, donc t'as Roy Thomas, Jerry Conway, Len Wein, Mark Wolfman. T'as le même line-up en tant qu'éditeur in chief c'est Jim Shooter qui va vraiment casser la légende, parce que même Archie Goodwin a fait quelques épisodes sur les 4 Fantastiques. Il y a des bons passages. Moi j'aime bien Roy Thomas quand il revient avec là il y a George Pérez au dessin. Il y a un épisode très drôle qui se passe dans les bureaux du Marvel, puisque les bureaux de Marvel existent dans le Marvel Universe. Sauf que pour eux, quand ils sortent un comic book qui s'appelle Les 4 Fantastiques, sauf que pour eux, c'est basé sur des histoires vraies. Et il y a l'homme impossible qui attaque les bureaux de l'univers Marvel, et on voit Roy Thomas et George Pérez qui ont du mal à trouver des idées pour le prochain numéro. Il y a Jack Kirby qui est dans un coin de la pièce et qui dit mais pourquoi vous les inventez pas? Et ils sont là, mais inventer, mais t'es malade, qu'est-ce qu'on pourrait inventer qui soit aussi bien que ce qu'ils vivent? C'est pas mal. Et moi j'aime bien la période Mark Wolfman. Mark Wolfman est pas mal avec justement toute une histoire qui tourne autour puis de l'Advérie avec le numéro 200, c'est Dr Doom qui est détrôné, Dr Fatalis pardon, qui est détrôné. Du Sphinx. Et ensuite il y a le Sphinx, il y a l'autre saga cosmique effectivement avec le Sphinx contre Galactus et avec l'arrivée de John Byrne en tant que dessinateur. Oui, ce qu'on l'a peut-être pas d'ailleurs précisé, mais effectivement, Fatalis, ce grand méchant du coup des 4 Fantastiques, qui est donc à la fois le rival intellectuel de Reed Richards, mais qui est aussi héritier du trône de l'Advérie, qui est un pays où il fait beau vivre en Europe de l'Est. Et aussi, de ce que j'ai compris. Magicien, aussi, je pense que ça doit être le comic de stand-up numéro 1 de l'Advérie, ça doit être, il sait tout faire, le Dr Fatalis. C'est ça. De toute façon, du coup, donc finalement après les années 60, donc je crois que c'est en 69 que il me semble que la collaboration Lee Kirby s'arrête. On a vraiment ce passage là pendant peut-être une dizaine d'années qui est, je crois, quasiment tout disponible en intégrale. Là, on a l'arrivée à la partie John Byrne. Et John Byrne justement prend, tu l'as dit Aurélien, les rênes au moment de l'intrigue du Sphinx, si j'ai pas de bêtises. Alors. C'est encore Mark Wolfman au scénario, et d'ailleurs avec le combat Sphinx Galactus qui est incroyable. Absolument qui est mythique, et ce qui est marrant c'est pour avoir préparé l'émission en relisant plein d'épisodes de plein de périodes dont ces épisodes là, ce qui est marrant c'est que je trouve
je me suis peut-être fait d'autant plus la réflexion en lisant l'omnibus qui du coup colle parce que ça on suit les épisodes de John Byrne et donc on voit le John Byrne de 79 et après on retrouve le John Byrne en fait de 81 et ce qui est marrant c'est que je trouve qu'on voit l'évolution de son style entre les deux. Celui de 79 c'est ce style très très rond qu'il a encore qu'il avait sur Uncanny X-Men. Et le style qu'il va avoir du coup durant son run de Fantastic Four, celui où il scénarise également, c'est un truc où on a, je trouve, plus de, j'ai envie de dire presque de fumato, quoi. Il y a un truc sur la manière qu'il a de dessiner les ancrages ou les choses comme ça qui va être plus peut-être moins ligne claire et quelque chose de plus texturé et qui me fait penser plus à sa deuxième partie de carrière et du coup ce qu'il va faire ensuite. Même ça m'a fait penser à ces épisodes sur Namor ou des choses comme ça, quoi. Même au niveau de ces cases, je les trouve plus grandes, tu sais, je sais pas comment dire, aussi à ce côté ça respire plus et moins ce côté très découpé peut-être fin des années 70 à l'ancienne ouais. Ben, il y a une des grandes différences, c'est qu'il y a Joe Sinnott qui est l'encreur qui a maintenu un peu le style des 4 Fantastiques, puisque Joe Sinnott arrive au moment des grands épisodes avec les Inhumains et avec Galactus sur Jack Kirby. Et il va rester au fil du temps sur tous les dessinateurs, c'est-à-dire Buscema, Rich Buckler, Keith Pollard et John Byrne à cette époque. Et c'est lui qui maintient un peu ce style, et John Byrne, lui, va s'ancrer lui-même. Donc là, il y a déjà une différence. Et puis en plus, il s'occupe du scénario et du dessin. Et il va s'occuper du scénario et du dessin sur 5 ans, sans rater un épisode. Donc effectivement, il y a des plus grosses cases parce que des fois il faut aller vite. Des fois il y a moins de décors parce qu'il faut aller vite. Il y a aussi comment dire. T'es en train de dire que c'est une feillasse. Ah non, c'est justement c'est justement en fait le talent de Byrne comme était le talent d'autres dessinateurs de l'époque, c'est d'arriver à maintenir ce rythme, à livrer des pages en trouvant des astuces, des raccourcis, mais en gardant en fait le dynamisme à chaque fois. Donc ça veut dire forcément tu passes peut-être pas tout ton temps à dessiner des immeubles qui vont s'effondrer et toutes les pièces, voilà, c'est pas Brian Hitch tous les mois. Par contre, Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion en lisant ces épisodes-là. Une des astuces qu'il utilise peut-être, en tout cas, c'est ce côté à l'intérieur même des épisodes de faire un espèce de chapitrage et du coup d'avoir à chaque fois une page d'ouverture de chapitre. Alors des fois les chapitres ils sont un peu d'ailleurs que voilà. Et ces pages d'ouverture de chapitre, du coup, ça lui fait des splash pages parfois sans trop de raison qu'elle soit des splash pages, mais ça permet de rythmer le récit. Mais en fait, c'est hyper malin parce que ça permet de rythmer le récit tout en lui donnant l'occasion de faire des moments où il a besoin de moins creuser les cases, quoi. Et puis c'est pas en déconnant avec ce qu'il fait en fait, puisqu'à l'époque, lui son principe c'est que le début ça va être retour aux bases. Et dans les premiers épisodes des 4 Fantastiques, il y avait ce chapitrage jusqu'au numéro 9, 10. Donc lui, il reprend ça. C'est-à-dire même le traitement des costumes des 4 Fantastiques, quand il le reprend, les cols qui d'habitude étaient en fait de simples cols avec un petit liseré noir, là t'as carrément une grosse plaque noire, en fait un col roulé noir. Richards devient, qui était quand même assez athlétique dans fin des années 60 et les années 70, là redevient plus filiforme. La chose, il y a même un passage où il n'est plus une chose de brique, mais redevient cet aspect un peu de dinosaure humain là, qu'il avait une espèce de peau, voilà, du début du run, enfin du début de la série. Il va faire ça en plus avec des épisodes qui sont autoconclusifs. Petit à petit, tu vas avoir des grosses sagas. Et il y a trois grandes parties dans le run de Byrne. Tu as cette partie où on rend hommage aux premières parties aux premiers épisodes des 4 Fantastiques. Ensuite, une partie où on développe des petites sagas dans la zone négative, saga avec le procès de Reed Richards. Et ensuite, il casse tout au moment de 84, les Secret Wars, il casse la dynamique du groupe en laissant la chose sur la planète du Beyonder. Donc, Secret Wars, c'était le grand crossover où tous les héros se battaient sur la planète
du Beyonder. Et donc il est dans l'espace, Ben Grimm reste, l'équipe revient et à la place de Ben Grimm, il y aura Miss Hulk. Nouvelle dynamique avec quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui va poser un regard. Et pour moi, c'est là où la série elle change, elle arrête d'être une série d'exploration et d'aventure, et ça va devenir une série où on va plus se concentrer sur la caractérisation des personnages, parce que t'as un intrus qui rentre dans une famille et qui voit ce qui se passe. Et en fait, tu vas voir même que les relations, que la façon dont tout ce vernis qu'ils avaient, tout ce qu'ils présentaient à la face du monde, eh ben, tu vas découvrir un peu l'inverse. C'est-à-dire que Johnny va se marier avec Alicia. Enfin, il va d'abord courtiser Alicia, qui était la petite amie de la chose, et va finir par se marier avec. Il va y avoir Sue Richards qui va à un moment donné être contrôlée par Malice. Il y a son inconscient qui va ressortir. Elle va s'attaquer à l'équipe. Et même Reed Richards est tourmenté par le fait qu'il commence à perdre des souvenirs. En fait, au cours d'une aventure, il a perdu des souvenirs sur une planète extraterrestre. Et en fait, il explique à un moment donné, je me souviens pas des yeux de ma mère. D'une façon complètement fantaisiste et d'une façon, moi, ce que j'aime bien avec ces comics de l'époque, tu parles de choses, en fait, il parle pas d'Alzheimer, mais il évoque des sensations qu'on peut voir quand t'as le père de famille qui commence à vieillir. C'est-à-dire que tu vois, en fait, que les tempes grises de Richard, ça commence à être des signes de vieillesse. Moi, je trouve ce run absolument bluffant, et je l'ai relu plein de fois. Et je trouve qu'il y a une cohérence, en fait, qui s'établit petit à petit avec un auteur qui, en plus, imaginait petit à petit, il disait qu'il n'avait pas de plan. C'est-à-dire qu'il finissait 2 épisodes, et après, hop, il réattaquait avec une autre histoire. Et on parlait de l'impact et du rôle de Sue qui, petit à petit, va prendre de l'importance. Et là, on a vraiment, je trouve, avec cette période-là aussi, toute sa magnificence en tant que leader de la famille, vraiment pilier même de la famille. Et d'ailleurs aussi, il va arriver aussi un truc assez horrible à Sue, qui est pareil. Alors, je sais pas exactement, c'était quelque chose qui était aussi traité que ça à l'époque, mais donc ils vont avoir un premier enfant qui est Franklin Richards. On sait que la grossesse a été compliquée, notamment l'accouchement. Et là, en fait, au moment d'avoir un deuxième enfant, elle fait une fausse couche. Et c'est quelque chose qui va aborder avec, je trouve, beaucoup de subtilité au niveau du traitement autour de ça, et alors que c'est vraiment une épreuve horrible, et voilà, et justement, on voit aussi les conséquences de ça, qui va aussi faire en sorte que les 2 personnages principaux vont se retirer petit à petit donc de l'équipe. Et c'est ça qui est intéressant aussi, et qui a peut-être été moins bien fait après, c'est que avec Byrne, c'est qu'il part d'un côté très classique où il va vraiment reprendre tout ce qui fait le charme et la force de la série, tout en même temps essayer de la réinventer de l'intérieur, avec, comme tu dis, le fait que du coup on va changer les dynamiques de couple au sein de l'équipe, avec Alicia qui va être avec Johnny, Ben qui part, She-Hulk qui arrive, et peut-être aussi du coup les 2, le cœur, le ciment aussi, du coup qui est le couple de Reed et Sue, qui va peut-être partir et qui s'éloigne petit à petit aussi des affaires new-yorkaises. Ouais, c'est en fait, rien que de vous en parler, moi j'ai envie de les relire. Non, et puis il y a cette manière, en fait, d'être dans le New York des années 80, qui est aussi un New York complètement différent de celui des années 60. Jusqu'ici, on était dans un New York qui était basé sur celui de Jack Kirby, donc des immeubles assez qui ressemblent aux véritables immeubles, mais qui sont toujours un petit peu déformés, un petit peu. Et là, on va être dans le New York un peu gritty des années 80, parce qu'on sait que le New York des années 80, c'est pas un lieu très plaisant. Il y a beaucoup de scènes, tu vois, où on dit qu'il faut faire attention quand on est à Central Park, où il y a des bureaux d'un magazine un peu douteux là qui prend des photos de Miss Hulk. On n'est pas du tout dans le New York gentrifié qu'on a depuis les années 2000. Donc ça aussi, c'est un des aspects que j'aime beaucoup, moi, et qui colle avec ce que disait Aurélien sur le côté un peu charbonneux de cet ancrage, ce côté un petit peu bizarroïde qu'il y a dans le trait de Byrne, qui exprime beaucoup de choses rien qu'avec la façon dont il va dessiner ses personnages, et il utilise beaucoup son talent aussi pour la caricature. Ce que j'aime bien en fait c'est qu'il s'éloigne effectivement de ce qu'il faisait dans les années 70 où il se calquait sur Neil Adams et sur le photoréalisme, et là il va prendre un peu d'aisance avec ce côté caricatural. Et d'ailleurs, je voulais rebondir un peu sur là, on est en train de faire l'éloge donc du run de Byrne, et il y a quelque chose que j'évite quasiment tout le temps de dire, parce que je trouve que c'est vraiment galvaudé et souvent pas forcément vrai, mais ici c'est parfaitement vrai, ça n'a pas vieilli. C'est-à-dire que vraiment il y a
je trouve très peu de runs, même dans les très bons, qui ont aussi peu pris de ride que celui de Byrne sur les FF. C'est vrai que moi, j'ai toujours, avec mon rôle de community manager, puis même quand on est sur les salons, etc., et d'une manière générale, on me demande souvent mon avis sur quoi lire, etc., et j'essaye, en fait, pas souvent de directement conseiller des vieux trucs, parce que je sais que la narration change et que c'est pas forcément le meilleur conseil à faire. Mais par exemple, le Daredevil de Miller, je le conseille parce que il vieillit pas, et le Byrne sur les FF, non, pareil, ça prend pas une ride. La narration est ultra dynamique, ultra moderne. Il se passe plein de trucs. C'est rythmé, c'est fun. Il y a de l'action, il y a de l'aventure. C'est vraiment de l'excellent comic book et intemporel, quoi. Pour utiliser le statut, coucou, j'ai pas lu Byrne quand j'étais enfant, il y a 40 ans ou machin. J'ai découvert du coup Byrne, moi, il y a très peu de temps avec les omnibus qu'on a pu sortir, que ce soit le Marvel Universe, le She-Hulk ou les FF. Et à chaque fois, je me suis pris, il y a Half-Life, et à chaque fois, je me suis pris claque sur claque. Et surtout, comme tu dis, ça n'a pas vieilli. C'est vraiment pas que de la nostalgie. Quand des gens vous en parlent, en fait, c'est vraiment génial que vous ayez 10, 20, 30, 40, 50 ans, quoi. Et ça n'a pas vieilli parce que ça a influencé énormément de monde aussi. Il y a plein de choses qui fait. Ouais, mais tu sais, il y a des récits qui ont influencé du monde, mais qui après, de fait, deviennent très classiques parce qu'on se dit, bon, c'est déjà vu, en fait. Alors que là, je trouve qu'il y a quand même ce côté encore vachement fort, tu vois. Ou même, et je vais peut-être me prendre une volée de bois vert après ça, mais même je trouve que les X-Men de Claremont sont exceptionnels. C'est génial. La narration de Claremont, elle a un côté un peu plus suranné, quand même. Voilà. Un épisode de Claremont, ça te fait ta soirée. Tu peux pas. Voilà. Et ça a son charme et c'est vachement bien. Et encore une fois, il y a plein de séries il y a plein de moments de la série Uncanny X-Men qui sont absolument à mettre au panthéon des comics. Mais je trouve que typiquement, j'éviterais de dire non, ça n'a pas vieilli. Mais tu sais que d'ailleurs c'est un peu ce que lui reprochait Byrne et la raison pour laquelle il est parti de Uncanny X-Men et qu'il a atterri sur les 4 Fantastiques, c'est que donc il coécrivait notamment il rédigeait les intrigues avec Claremont, et quand il voyait les comics arriver, il y avait des bulles, mais des tonnes de bulles en fait que lui où il disait des choses que lui n'avait pas il ne voulait pas qu'ils disent. Je me rappelle qu'il y a tout un truc autour de Colossus. Colossus qui soulève une souche. C'est le point de contention. Je pense que ça couvait de toute façon. Mais c'est très intéressant à lire. D'ailleurs, si tu lis toute cette période, ces derniers épisodes et les Days of Future Past, tu vois qu'effectivement il y a une espèce de duel entre qui va mettre le plus dans les dessins et qui va mettre le plus dans les bulles. Il y a vraiment, c'est pas aussi dynamique ou aussi fluide que ça peut l'être sur la première période de leur run. Bon, messieurs, je signe la fin de la récré, c'est passionnant, mais on a déjà fait 40 minutes sur 20 ans de comics. On a encore beaucoup d'années encore à faire. Donc je propose qu'on signe officiellement la fin de la série classique et du cœur de l'univers Marvel que sont, vous aurez compris, les 2 sommets que donc le run de Stan Lee, Jack Kirby et John Byrne, donc intégralement disponible en intégrale, et ensuite John Byrne qui est aussi disponible en 2 omnibus. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, donc là on a couvert 61 à 86. Ensuite, alors là, comme souvent, j'ai envie de dire, des fois sur des séries que John Byrne a repris et puis après qui ont été reprises ailleurs, c'est toujours un peu compliqué. Sur du coup, John Byrne, j'ai l'impression qu'après ça, on lui a confié toutes les séries dont personne ne voulait, qu'il a repris magnifiquement, que ce soit justement Namor ou d'autres personnages. Mais justement, l'après John Byrne est un peu compliqué. Est-ce que tu peux nous en parler, Yann ? Oui, alors il faut être absolument fan comme moi de Steven Gerhardt pour adorer le run qui prend, mais c'est vrai qu'en plus Steven Gerhardt il casse l'équipe. Vous n'avez plus le quatuor habituel, vous avez la Chose et la Torche qui restent et qui sont en bisbille à cause d'Alicia, Crystal qui revient et surtout Miss Chose, donc qui est Sharon Ventura qui était Miss Marvel qui va se transformer en Chose. Il y a plein d'idées folles dans le run de Engelhardt, mais c'est vrai que je mentirais si je disais que c'était ce qu'il a fait de mieux. C'est pas ses Captain America. Ouais. Là, je retourne la carte de j'ai pas lu ça à l'époque. Oui. J'ai essayé de lire ça. J'avoue que c'était un poil plus compliqué. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est, il y a un vrai décollage. Ouais. Mais ça a son charme. En fait, ça a son charme.
Il y a quand même beaucoup d'idées, comme tu dis, et ça tente des choses. Moi, tu vois. Par moment, t'as quand même l'impression que c'est Austin Powers qui écrit la série. Mais à part ça, Mais après, il y a, moi j'aime bien la petite parenthèse Walt Simonson qui va rester 2 ans, qui est un peu en fait le coup pour Marvel d'essayer d'avoir, on n'a plus John Byrne. Alors j'ai appris qu'ils avaient tenté de faire revenir John Byrne. Le problème, c'est que John Byrne a dit pas de problème. Mais alors on efface tous les. Je viens et je dis que tous les numéros depuis que je suis parti n'existent plus. Et on dit bon, écoutez, on va regarder. Avec qui on a d'autres. Et voilà. C'est donc Walt Simonson. C'est une très bonne idée. On va passer à autre chose du coup. Ce qu'il y a de bien avec Byrne, c'est qu'il a toujours des demandes extrêmement raisonnables. À la hauteur de son génie. Il a pas d'ego. Ouais. Mais en tout cas, oui, non, je suis d'accord avec toi. Alors, je tiens quand même aussi à préciser par pure honnêteté que c'est malheureusement pas une période pour le moment qu'on a entièrement publié, la période de Simonson. On a sorti en fait que la toute fin, qui est sortie en épique avec donc les New Fantastic Four. Mais effectivement, je pense que je suis d'accord avec toi que c'est aussi un coup de cœur personnel, notamment au niveau graphique, où justement on retrouve ce côté un peu, en fait, le côté, ce qui est intéressant, c'est le voyage et pas la destination où les fantastiques vont, quoi, parce qu'on a plein d'épopées à travers le temps, avec justement, on l'évoquait en off, cette idée de découpage, en fait, ultra ludique des cases, où en gros on va voir la narration en fait ultra et comment dire étirée en fait sur la case. On avait aussi évoqué dans un précédent Paninicast sur nos coups de cœur aussi cette idée à un moment donné où il y a un combat temporel entre Reed et Doom, Fatalis, qui est en gros un peu le livre dont vous êtes le héros, et puis après il faut retrouver en fait retracer la narration en fait du combat à travers ça, et graphiquement je trouve qu'on voit aussi que, alors peut-être que je dis une bêtise, mais je trouve qu'on voit aussi le cas Byrne a fait école, et puis aussi le cas Sienkiewicz, parce que je trouve aussi la manière dont il dessine les cas fantastiques est à la fois bizarre, en même temps très stable dans sa géométrie bizarre en fait. Reed Richards, c'est un carré. Pour moi, alors Walt Simonson il avait fait des études de design et de mythologie. Pour moi, effectivement, ces personnages, en fait, il les construit comme des immeubles, comme des archives. Enfin, c'est de l'architecture ce qu'il fait. Et il construit ses comics comme ça. Moi, je trouve ça mortel. Je trouve qu'il y a aussi un petit peu de Katsuhiro Otomo, parce qu'on est dans la période Akira et qu'il a vu, il s'est imprégné de tout ça. Autant que vous disiez, il y a des comics qui ont vieilli. Autant celui-ci, je pense que le souci, c'est que le comics, quand il est sorti, était trop en avance. Ça ressemble vraiment... Moi, je me rappelle que je lisais les épisodes dans Nova, et alors je suivais pas Nova de manière régulière, donc de temps en temps, je lisais du Nova, et de temps en temps, je lisais donc les 4 Fantastiques, et je me rappelle que les épisodes de Walt Simonson, ils avaient un côté complètement fascinant. Je savais pas si j'aimais ou pas. J'étais genre, je lisais le truc, et je me rappelle que je relisais les épisodes plusieurs fois, en essayant de comprendre l'impact que ça avait sur moi. Donc le côté en avance et tout ça, je pense que en tant que gamin à ce moment-là, je le percevais aussi dans le côté qu'est-ce que je suis en train de lire là. Oui, c'est fait pour, et en fait c'est élaboré comme aujourd'hui aujourd'hui ça serait une mini-série. Il y aurait une mini-série qui s'appellerait Fantastic Four Into the Time Stream. Ils auraient donné 12 épisodes et ils auraient fait la même, mais il était déjà plus ou moins en avance. D'ailleurs, tu sens que c'est un peu la problématique dans ce run, c'est qu'il est entrecoupé de pas mal de fill-in. Il démarre, c'est pas lui qui dessine, il écrit mais il ne dessine pas. Il y a Arthur Adams, alors il a pas pris le plus mauvais pour faire des fill-in. Il a pris Arthur Adams pour les 3 épisodes avec les nouveaux Fantastiques. Oui. Mais je pense que aujourd'hui, ça serait une mini-série qu'on retrouverait dans un bel album. Mais c'est pour moi pareil, ces épisodes-là, vous pouvez les relire aujourd'hui, c'est pas comment dire, faut pas s'attendre à avoir quelque chose qui s'intéresse à la caractérisation des personnages. Par contre, c'est un comics de SF, c'est un comics de SF avec plein d'idées barrées. La caractérisation, elle est en creux. Il va la faire petit à petit, via les actions des personnages. Ouais, et puis après on finira sur Ron Simonson, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est de mémoire, dans le run de Byrne, il n'y a pas autant de jargon technique. Et là, il revient aussi à ce qui faisait aussi le côté très scientifique, explorateur de Kirby Ellie. C'est qu'il y a des moments, des dialogues où je comprenais pas, il parlait de attention avec ton pulsateur inversé de diagonale de je sais pas quoi. Il mélange, il mélange des termes qui sont il mélange des vrais termes
avec du n'importe quoi. Puis en plus, comme c'est sur du paradoxe temporel, voilà. Et c'est là, d'ailleurs, on nous invente une variante Authority Core. La TVA, ouais. Et Mr. Mobius. Voilà, qu'on a retrouvé après dans la série Loki, voilà. Avec Mr. Mobius, qui est en plus une référence à Mark Grunwald, immense, du coup, immense scénariste et, on va dire, spécialiste de tout. Surtout de DC Comics. C'était le chef de la continuité Marvel. Et du coup, scénariste du chef-d'œuvre L'Escadron Suprême. Voilà. Oui. Donc après, en 91, donc Simonson n'est plus sur la série. Alors après, on a la période Tom DeFalco, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Et ensuite, on a la série donc Heroes Reborn, on a l'événement Heroes Reborn où en gros, est-ce que je pense qu'il va falloir vous expliquer ça en très bref parce que ça risque de prendre un peu de temps si c'est moi qui. Allez, je vais essayer de le faire en le moins de temps possible. Explique ce qui s'est passé chez Marvel dans les années 90. C'est la banqueroute pour Marvel. Pour essayer de faire rentrer de l'argent, ce qui se passe de manière interne, c'est qu'ils décident d'externaliser la création de la sphère Heroes, c'est-à-dire Avengers, FF, Thor et compagnie, et ils l'externalisent chez les anciens de Marvel qui ont créé Image, donc de Jim Lee, Lee Field et compagnie. Ils font ça pendant 1 an, les ventes au début sont très bonnes, puis se tassent un peu, donc ils décident de faire revenir les personnages. Pour expliquer tout ça, ils ont fait un énorme crossover qui s'appelle Onslaught, où à la fin, tous les héros se sont sacrifiés. En fait, ils sont allés dans une autre dimension. Il y a un autre event à la fin pour ramener tout le monde dans la bonne dimension. D'un côté, c'est Heroes Reborn, et après, Heroes Return, les héros reviennent. Voilà, qui sont également disponibles en omnibus. Si jamais, voilà, vous voulez découvrir ce morceau d'histoire. Ensuite, il y a, si j'ai pas de bêtises, directement après, il y a le run de Claremont et La Rocca, qui font un peu du X-Men sur Fantastic Four. Et Pacheco aussi, effectivement. Parce que moi, de quoi j'avais lu le début, j'avais trouvé que ça faisait un peu ce qui faisait la force de ces X-Men, mais du coup, des années plus tard. Qui est aussi inédit actuellement en VF. Ouais, il y a Lobdell et Davis qui font les 3 premiers. Lobdell est remplacé par Claremont, c'est la réponse du berger à la bergère, puisque Lobdell avait remplacé Claremont sur X-Men. Claremont, oui, reprend un peu ces concepts. Moi, j'aime bien encore cette période. Ça ressemble plus, je dirais, à Excalibur. Il reprend pas mal de persos de Excalibur. Il y a notamment une Captain Brighton d'une autre dimension qui vient épauler l'équipe. Et notamment, il invente Valeria. Il invente la fille donc que n'ont pas eu Reed et Sue à cause de cette fausse couche dans les années 80. Et c'est un paradoxe temporel. En gros, il fait ce qu'il a fait Claremont avec Rachel Summers, mais avec Valeria Von Bull. Ensuite, Carlos Pacheco fait la série. Pareil, c'est le même principe que d'aller prendre. On a pris John Byrne, scénario dessin, Walt Simonson, scénario et dessin. On prend Carlos Pacheco parce que visiblement, lui, il a des velléités de scénariste. Il y a Jeff Lubb et je crois Carl Kessel aussi qui l'aide pour écrire ça en anglais parce qu'il n'a pas forcément un anglais parfait. Et Pacheco, lui, à la fin de son run, fait revenir Valeria pour deux. C'est-à-dire que il y a la grossesse qui avait été interrompue dans les années 80 et redémarrée par un embrouillamine cosmique, et ça se termine par la naissance de Valeria. Et c'est après que Wade et Wieringo reprennent la série. Donc Mark Waid et Wieringo, je crois d'ailleurs que tu es traducteur sur une série Flash signée par les mêmes auteurs. Ouais, sur Flash, et Wade je le fais aussi sur d'autres, sur Batman et Superman Wonders Finest, sur le Justice League et sur le Batman et Robin. Et donc du coup, Wade et Wieringo, qui ont, je crois, se sont rencontrés justement sur Flash, effectivement, on doit dire, voilà. Et donc justement, on se retrouve des années plus tard sur donc la série Fantastic Four, hein, pour signer ce qui est considéré aussi, on parlait d'après Byrne, voilà, comme un des autres grands sommets des années 2000 et puis surtout des Fantastic Four. Pourquoi est-ce que cette série-là, vraiment, à ton avis, est considérée comme un sommet de tout ce qui a été fait sur les FF? On est dans une période qui est spéciale, parce qu'on est dans le Marvel de Joe Quesada. Et Joe Quesada, il a décidé, avec raison, que les séries Marvel étaient trop engluées dans les crossovers. Donc, il veut redonner des caractéristiques à chaque série. Donc, t'as des grands scénaristes. Il a vu que la vague des grands dessinateurs était finie, que maintenant on est passé aux grands scénaristes.
Et sans ça, il met Joe Straczynski sur Spider-Man, il met Grant Morrison sur les New X-Men, et sur les 4 Fantastiques, il galère un peu parce que je crois que Pacheco arrive juste avant qu'il reprenne les rênes, et voilà, ils tentent de voir ce qui peut être fait, et ils finissent par mettre Wade et Wieringo, ce qui est pas bête puisque Wade a une réputation d'être celui qui remet au bout du jour le Silver Edge. C'est-à-dire de faire retrouver le sens du merveilleux du Silver Edge et de façon moins bizarroïque que Grant Morrison. Donc, pourquoi pas appliquer cette méthode qu'il a eue sur Flash qui a été concluante aux 4 Fantastiques. Et ça va être un run qui va être compliqué parce que je crois que Jemas, donc le patron de Quesada, lui n'aimait pas du tout cette série. Il l'a viré. Non. Ouais. Non, c'est un truc que Brevoort raconte en fait à intervalles réguliers dans sa newsletter, c'est à quel point Jemas détestait le run de Wade et à quel point il leur a mis des bâtons dans les roues et à quel point ils ont dû se battre en permanence pour faire survivre la série. Elle a été annulée 2 ou 3 fois, je crois, avant la fin du run. Ouais, ils ont été. Moi, je me souviens parce que c'était le début du net et je me souviens effectivement de l'annonce le vendredi soir que l'équipe est virée et il y a eu ce premier shitstorm sur Internet pour le patron de Marvel. Il y a eu un mouvement en fait pour faire revenir et le lundi ils étaient embauchés pour la suite de la série. Je pense que en fait on entre dans une période, les années 2000, on entre dans une période où il y a en parallèle les Ultimates. Vous avez sûrement dû déjà aborder de toute façon tout ce qui est la révolution de Bendis sur les Avengers. C'est une période où on veut ce corps de héros Marvel des années 60 qui est très marqué Silver Edge, on veut le réadapter à l'Amérique du post-11 septembre. On peut plus faire ce qu'on faisait. Le problème, c'est les 4 Fantastiques. Parce que autant dans le militariser les Avengers pour en faire les Ultimates, ou ajouter des stars pour en faire une proto Justice League comme avec le Spider-Man et Wolverine qui rejoignent les New Avengers, c'est faisable. Les 4 Fantastiques, tu peux pas péter le groupe. Donc il y a cette question de quoi faire. D'ailleurs, Ultimate Fantastic Four, ils ont mis du temps à le sortir, voilà, Ultimate, et ça n'a pas été le titre le plus c'est pas le titre qui est le plus réputé de cette ligne-là. Il y a des bonnes choses, mais ce n'est pas le titre le plus réputé. Et c'est celui qui a le plus de mal à trouver son angle d'attaque, justement. Et c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté, et je crois qu'il y a une vraie difficulté sur toute l'époque moderne de toute façon des 4 Fantastiques, qui pour moi reflète un petit peu aussi la difficulté qu'ont parfois certains scénaristes avec Superman chez la distinguée concurrence, qui est que ce sont des héros fondamentalement positifs et que ça nécessite de les aborder sans cynisme et sans second degré et sans une approche justement post-moderniste ou quelque chose comme ça. Il faut accepter de faire de l'aventure et du sense of wonder et quelque chose de formidable et comme ça. Et mine de rien, par exemple, post-11 septembre, on n'est vraiment pas dans ce type d'ambiance. Voilà. Ouais, et le premier numéro donc le numéro 60, le premier numéro de Wade et Wieringo, ça parle de ça. C'est-à-dire, c'est le manifeste de l'équipe, il y a un nouveau directeur en communication qui vient aider à restaurer l'image des 4 Fantastiques parce que tout le monde les trouve ringards, et ils ont prévu de sortir donc, dans l'univers Marvel, un comic book fantastique où ils ont des armures, où ils serrent les dents sur la couverture, et il va passer une semaine avec les 4 Fantastiques pour voir comment est-ce qu'ils, ce qu'ils font dans la vraie vie. Et ce qui est marrant, je trouve, c'est que Wade va se servir d'une autre source d'inspiration pour les 4 Fantastiques qui est pas bête du tout. J'avais remarqué quand c'est sorti, c'est la dernière scène, on a Reed qui va dans la chambre de Valiria qui est encore bébé, qui se tient au-dessus du berceau. La colorisation, ça rappelle les colorisations des scènes de nuit dans les Simpsons. Et pour moi, il avait compris que la famille des 4 Fantastiques ressemblait à la famille dysfonctionnelle des Simpsons. Et que je l'avais déjà entendu dans des interviews dire que pour lui, le fait d'avoir de la continuité ou
le fait de devoir toujours revenir au statu quo, c'est-à-dire que tu casses des choses dans une saga de comics, mais tu reviens quand même au statu quo. C'est ce que font les Simpsons toutes les semaines. C'est-à-dire que toutes les semaines, ils cassent le principe il y a un événement énorme qui arrive à Springfield, pourtant on retourne sur ses pas à la fin. Et il se disait que voilà, c'était son inspiration pour certains de ses écrits, et je pense que ça se ressent dans cette période que j'aime beaucoup, justement pour ce côté léger, ce côté dynamique, et puis ce côté vraiment centré sur la caractérisation, qui est pas un run qui va, par contre, fondamentalement bouleverser les choses, ou qui va apporter des vilains, qui va apporter des choses nouvelles, des choses qu'on n'a jamais vues. Et on en parlait un peu en off avant, mais c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup plus de mal avec le run de Waid, et notamment parce qu'en fait j'aime beaucoup ce que tu décris là, le côté plus léger, dynamique, etc. Mais je trouve que ça se perd un peu en cours de route. Toute la saga avec Fatalis, la Latverie, etc. et tout ça, on est au contraire presque dans l'inverse. On est dans le côté post 11 septembre, cynique un peu, etc. et tout ça. Et je trouve que en fait, pour le coup, on n'est pas dans la promesse initiale, quoi. Oui, puis il y a War Porter, c'est pas la même chose que Waringo. Tu sens que c'est la période où effectivement il y a ces cauchemars en cuisine. Mais moi j'aime bien, je sais pas si t'as été jusqu'à la fin. Moi la dernière saga, je l'ai tout relu là. La dernière saga, moi je trouve ça, il y a vraiment 2-3 moments que je trouve très beaux. Je vais pas les gâcher pour les lecteurs, mais il y a un moment avec les bons paradis, on peut dire ça. Dieu. Il y a Dieu. Ouais. On rencontre. Ouais. Voilà. Et il y a, j'aime beaucoup, moi, je crois que c'est le dernier épisode où il y a un versant de Galactus, voilà, qu'on n'a jamais vu, qui est pour le coup, basé sur un point du personnage où je m'étais dit, quand il a sorti, je me suis dit, purée, mais c'est vrai. En fait, c'est son histoire, l'histoire des FF. Il y a un lien, il y a quelque chose. Et ouais, j'aime beaucoup ça. Moi, j'ai effectivement le milieu, tout ce passage en Latverie. C'est comme d'habitude, c'est dommage c'est dommage quand le dessinateur ne fait pas tout le run. C'est voilà. Mais en tout cas, de toute façon, c'est un run sur lequel vous allez pouvoir vous faire votre propre idée, parce que si vous l'avez pas déjà pris en omnibus, il ressort en 2 poches. Donc vraiment, pour le coup, c'est une bonne manière. C'est hyper abordable. Ouais, c'est hyper abordable. Et c'est vrai que on en reparlera. Teaser. Oh là là, monsieur un œil sur le conducteur. Donc là, ce run-là, on arrive petit à petit. Écoutez, je vous félicite, on a quasiment fait 20 ans en quelques minutes. Donc Mark Waid, donc ça a duré de 2002 à 2005, et entre Mark Waid et Mark Millar, je sais plus qu'est-ce qu'il y a. Dwayne McDuffie, et alors il y a d'abord Straczynski. Ouais. Joe Straczynski. Oui, c'est Dwayne McDuffie qui sont au moment de fait la période Civil War. Ouais, c'est au moment de Civil War. Donc il y a l'équipe qui split, oui. Et Dwayne McDuffie fait une période avec Black Panther et Storm qui rejoignent l'équipe en lieu et place de Reed et Sue qui vont devoir se rabibocher après les événements de Civil War. C'est sympathique. Moi, les épisodes de McDuffie et Pelletier, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est Pour le coup, c'est le genre de run qui sera jamais cité dans le top 5, mais qui sera jamais cité dans le down 5 non plus, quoi. C'est vraiment, non, mais c'est vraiment ultra sympa. Moi, de toute façon, je suis un grand défenseur des comics sympas, dans le sens où je le dis de temps en temps dans l'émission. Je trouve que les comics bien faits, où les personnages sont bien écrits, qui sont sympas et qui nous feront pas nous relever la nuit, mais où on a passé un bon moment de lecture, ils méritent d'être plus célébrés, parce qu'en vrai, c'est déjà vachement bien. Et voilà, la période de McDuffie était vraiment chouette. Et du coup, en 2008, il y a une certaine équipe artistique que tu as citée tout à l'heure, donc qui est celle de Ultimates, donc le titre un peu phare des années 2000 chez Marvel, qui est donc Mark Millar et surtout, moi je trouve Brian Hitch, qui fait un travail comme d'habitude incroyable sur une série qui est assez courte finalement, qui a duré un peu plus d'1 an, et qui pareil donc ressortira en un seul omnibus là, donc à l'occasion du film. Est-ce que vous, c'est une partie que vous aimez bien?
je vais reprendre ce que dit Aurélien sur les comics sympas. Moi, j'aime bien quand il y a des runs sympas. Je pense que ça s'est fait, c'est comme d'habitude. Vous avez une équipe artistique qui fait un carton. Vous pouvez être sûr que le prochain titre, les mêmes qui les ont encensés vont vont jeter des tomates. Pour moi, de toute façon, ça n'a pas la fraîcheur et le côté révolutionnaire des Ultimates, parce que les Ultimates, on n'avait jamais vu ça en termes de reprise des Avengers, et deuxièmement, ça colle complètement à leur style. C'est-à-dire que le côté à la fois je déboulonne les statues de Mark Millar, et le côté je peux tout retranscrire, tout ce que vous avez jamais imaginé sur la planche de Brian Hitch, c'était fait pour les Ultimates. Les 4 Fantastiques, il y a ce côté démesuré, mais que ce soit Jack Kirby, que ce soit Jim Byrne, il y a aussi une part d'interprétation qui va au-delà de la réalité, et qui va dans ce qu'on disait pareil avec Walt Simonson, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui dessine ce qu'il pense. Il y a ce côté photoréaliste chez Brian Hitch qui fait pas autant rêver, je trouve, que Simonson, Byrne ou Kirby, et qui manque un petit peu. Ceci dit, pour avoir, je l'ai lu 2 fois, et puis justement j'ai rédigé une introduction sur l'omnibus du Fantastic Four. Du coup, j'avais relu l'intégralité. J'ai pas trouvé ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment plaisant à la lecture. Je trouve que c'est bien mené dans le côté grand spectacle. Ça n'a pas eu, par contre, l'aspect révolutionnaire que je pense certains étaient en droit d'attente vu ce que Millar avait fait. C'est-à-dire qu'il sortait quand même coup sur coup de Ultimate, c'est Civil War. Ouais. Donc après, on en reparlera dans quelques minutes, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est quand même que ces idées-là, et notamment l'idée qu'il y ait une espèce alors, arrête-moi si je me trompe, mais parce que les concepts, des fois, je les oublie, mais c'est une espèce de terre futuriste parallèle, non? C'est quoi? Ou une espèce de microplanète? C'est une deuxième terre qui a été créée pour résoudre le problème de surpopulation et le problème de d'épuisement des ressources naturelles. Voilà. Et qui est une intrigue qui va être redéveloppée après par Hickman. Tu retrouves d'ailleurs tous les personnages secondaires qu'amène Millar et Hitch. Tu les retrouves dans le premier arc de Jonathan Hickman. Ouais, tout à fait. Donc c'est une série qui a quand même son importance, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a reproposé, parce que aussi depuis en fait la rupture de l'édition précédente qu'on avait en Icon, c'est vrai que c'était une série qui revenait régulièrement, et je pense aussi c'est dû aussi au côté, bon moi j'avoue j'adore Brian Hitch, et c'est vrai que c'est encore il offre encore des planches assez incroyables en termes de design et des mesures qui justement je trouve sont toujours appréciables. Avant d'aborder la partie du coup la dernière partie en fait avec la période on va dire moderne / contemporaine, il y a quand même entre-temps pas mal aussi de mini-séries ou de séries un peu événements qui ont été sorties depuis quelques années. T'as parlé de Morrison, je pense qu'on peut parler peut-être de la série 1, 2, 3, 4. Moi, perso, en parlant d'auteurs écossais qui reprennent les Fantastic Four, je suis plus team 1, 2, 3, 4 que Millar pour le coup. Je trouve que ça, en plus, il y a un côté, on s'attend à ce qu'il fasse à cette époque-là, je trouve, on s'attend à ce qu'il fasse du Morrison, c'est-à-dire être très troll sur pas mal d'aspects, très déconstructeur de ça, et en fait il en joue tout du long de la mini-série. On a vraiment l'impression qu'il est en train de casser les jouets, sauf que il retombe très artistiquement sur ses pattes à la fin de la mini-série, je trouve. Et d'autant plus qu'il y a ce côté dépressif qui est assez rare justement chez Morrison, où c'est vrai que c'est pas forcément c'est une série un peu à part quand même, enfin je trouve dans son œuvre. Ça ressemble à un début de run de Morrison. Les premiers arcs sont jamais les plus fantastiques en fait chez Morrison. C'est-à-dire Is for Extinction, c'est pas mon préféré de X-Men. Le début de la JLA qu'il avait fait, c'est pas mon préféré. Et tu sens qu'il place des petits indices, et quand tu les relis, tu dis ah ouais, c'est il y avait déjà les pistes là. Et c'est juste dommage qu'il n'y ait pas eu de run après, effectivement. Peut-être que ça aurait été
un autre chef-d'œuvre à son actif. Ouais. Et puis ça aurait peut-être été l'équipe à même de moderniser le titre qu'ils ont essayé de trouver pendant des années. Mais peut-être qu'effectivement déjà le mettre sur les X-Men, c'était compliqué. Ouais. Puis bon, Morrison avait d'autres chefs-d'œuvre à écrire chez DC Comics. Ça va. Donc ouais, série là pour le coup qu'on avait rendu disponible en must-have et que je conseille aussi pour les fans de Jelly, que c'est aussi, je trouve un grand travail aussi de sa part et notamment je trouve sur le côté, il arrive à comme souvent chez lui, hein, à rendre gothique n'importe quel personnage et là c'est la chose ou même, je sais pas comment dire, mais il y a un côté ultra glauque en même temps très lubrique quand il y a Namor et Sue Storm qui se rencontrent. Je me rappelle, ça m'avait frappé en mode genre, mais c'est pas la Sue que je connais, quoi. C'était très curieux, en fait. Et puis c'est ce que tu disais, tu parlais de Sienkiewicz plus tôt. Il y a un peu de ça aussi, il y a un peu la même manière, en fait, quand Sienkiewicz a repris les Mutants, où tu te dis des personnages aussi sages, qui deviennent d'un coup, plus. Tu sens le mal en eux, je sais pas comment dire, ou un truc noir. Ouais, exactement. Exactement. Ouais, tout à fait. Ensuite, donc, là, je pense que, alors, s'il te plaît, ne fais pas 2h30 comme avec tes camarades du Plein de Super sur Fantastic Four The End. Même si je sais qu'il y aurait beaucoup à dire aussi. Ah oui. Ouais, donc c'est une super. Écoutez, le Plein de Super. Oui, voilà, oui, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais on avait déjà cité chez G à l'époque. Si voilà, le Fantastic Four c'est le World Greatest Comic, je trouve que le Plein de Super c'est en tout cas le French Greatest Podcast. Pour moi en comics, j'ai déjà dit. C'est gentil, merci. Je trouve ça c'est vraiment super. Merci. Et du coup, Fantastic Four The End, donc c'est signé par encore un gars qui avait quand même beaucoup de temps libre, comme John Byrne et Jack Kirby, donc qui est Alan Davis, qui signe peut-être, j'en ai parlé vu qu'on est dans le name dropping, tu vois, avec Paul Renaud qui a été mis en dédicace, du coup, qui est un grand fan de Alan Davis, et il avait parlé justement, il avait pu même travailler avec lui d'ailleurs, justement sur le The End en disant que c'était son plus beau travail, peut-être ou un de ses plus beaux travaux, parce que donc Fantastic Four The End, c'est alors juste pour se dire, au moment où tu étais en train de dire ça, ce qui est absolument pas un truc de podcast normalement, mais voilà, j'explique ce qui est en train de se passer. Il y avait Yann et moi, on était là à hocher la tête vigoureusement sur oui, c'est un des plus beaux, oui. Après, Alan Davis, c'est rarement moche. C'est magnifique. Mais c'est vrai qu'il peut avoir ce côté très classique, il peut peut-être des fois rebuter des gens dans ce côté niveau des pauses. Mais moi, je trouve que c'est vraiment incroyable. Je fais un aparté, c'est pour moi l'autre travail majeur d'Alan Davis. Il vient juste de reparaître en VF dans une intégrale Wolverine. C'est son Wolverine Bloodlust, qui est pour moi un monument absolu. Ouais. Mais en tout cas, Alan Davis, donc dessinateur anglais, artiste anglais même complet, qui passe sur Captain Britain et d'autres séries, donc Miracle Man et autres. Donc là, avec Fantastic Four The End, ça s'inscrit aussi. Alors, je sais pas si c'est le premier, mais toute la série des The End. Non, il y a eu quoi en fait? Je crois qu'il y avait déjà le Punisher The End était sorti, Hulk The End, mais c'était les one shot. Et là, il commençait à faire des mini-séries. Où tu es censé raconter la dernière histoire du groupe ou du héros qui a connu. D'ailleurs, ce qui était bizarre, c'est que la même année, t'as eu un Last Fantastic Four Story de Stan Lee et Romita Jr. Donc ça se trouve, il y a eu ils ont donné le feu vert à deux projets, et voilà, c'est... Bon, et du coup, je pense qu'on peut s'accorder à dire que The End, c'est... Ah oui, c'est... c'est quand même vachement bien. Ouais. Ah mais bon, moi, c'est un bijou, c'est pas forcément la première histoire que je mettrais entre les mains, vu que c'est la dernière. Mais entre autres parce que je pense qu'il y a beaucoup de clins d'œil à l'histoire des FF, donc il vaut mieux connaître un peu les FF avant de le découvrir. Mais en soi, c'est vraiment topissime. Ouais, c'est quand on est déjà un petit peu versé dans alors sans avoir vraiment tout lu. Mais de connaître un petit peu l'univers Marvel et déjà avoir une appétence pour l'univers, là tu peux y aller, t'as vraiment un super, parce que il se sert pas que des camps fantastiques, tu vois aussi les Avengers, tu vois Spider-Man, mais c'est la preuve aussi que les 4 fantastiques c'est un comics d'auteur et je dirais un comics de scénariste-dessinateur, parce qu'à chaque fois qu'on a eu un scénariste-dessinateur, c'est-à-dire Jack Kirby, qui est scénariste mais qui était quand même aux manettes des intrigues, le John Byrne, Walt Simonson, Alan Davis,
et même celui dont on va parler après, qui est Jonathan Hickman, qui fait aussi des bandes dessinées en indépendant où il fait scénario et dessin. Donc c'est quelqu'un qui a quand même des graphiques, qui pense en termes aussi de narration visuelle, et je pense que c'est un des aspects qui fait que les autres runs dont on a parlé, c'est-à-dire Mark Waid ou Mark Millar, c'est des grands scénaristes, c'est des très bons scénaristes, mais il faut, je pense, une force graphique qui est derrière. C'est pas anodin si Pacheco avait été cherché pour le passage à London. Je pense que ils avaient dans cette idée que voilà, ils tenaient peut-être un futur John Byrne. Et avant d'aller sur la période Hickman, j'aimerais juste aborder aussi avec vous un projet un peu à part, qui a mis d'ailleurs du temps à sortir en VF, donc c'est Fantastic Four Molécules Instables, qui est signé par un duo Guy Davis et James Storm, qui est vraiment à part. Et avec, avec, parce que c'est quand même rigolo, Craig Thompson aux couvertures. L'auteur de Blankets. C'est quand même assez fun, quoi. Du coup, un projet un peu à part, et puis d'ailleurs c'est pour ça aussi, un peu comme quand on parlait de Captain America The Truth, un projet qui a mis du temps à faire son chemin chez nous en VF, parce que c'est des projets tellement en fait spécifiques que du coup comment le sortir, des choses comme ça. Et donc là, il va faire son arrivée en VF en édition Prestige, donc en édition toilée. Et du coup, Aurélien, je sais pas si du coup tu peux en parler du titre ou. Alors je peux déjà le pitcher parce que c'est vrai que ça fait partie de ces. C'est déjà aussi un concept. C'est le scénariste qui s'appelle Sturm en plus, donc c'est assez rigolo, qui dit justement qu'il connaît dans sa famille un nom qui se disait il y a les fameuses Sue et John Sturm qui n'ont pas de lien avec notre famille mais qui ont été très connus dans les années 50 et puis il y avait Reed Richards et puis etc. Et donc en fait il y a ces personnages réels qui ont servi de source d'inspiration à donc Stan Lee et Kirby, sauf que ces personnages réels n'ont bien sûr jamais existé et donc c'est une fausse biographie de personnages qui ont inspiré des personnages fictifs. Donc on est dans une mise en abîme vertigineuse, et sachant que en fait c'est peut-être le titre le plus indé que Marvel ait fait, j'ai envie de dire presque. Il a eu d'ailleurs un Eisner Award. C'était la période, c'est Startling Stories. De toute façon, ils allaient chercher à l'époque, c'était la période vraiment de l'expérimentation, puisqu'ils allaient chercher. Il y avait eu Corben qui avait fait du Hulk, il y avait eu Peter Bagge qui avait fait un Spider-Man. Ils allaient chercher vraiment des auteurs qui sortaient des sentiers battus. Et c'est intéressant. Tu sens que le problème, c'est que dans la postface, il invente tellement de choses fausses que pour trier le vrai du faux, c'est difficile. Mais il dit à un moment donné qu'il a pensé à d'autres volumes, en fait, ce qui est faux, en fait, voilà. Et c'est bête parce que tu lis et tu dis ça serait intéressant. c'est. Mais en fait, j'ai lu ça. Mon premier réflexe, j'ai pas continué. Je suis allé si ça existait. Checker si c'était vrai ou pas. Pareil. En plus, c'est marrant parce que du coup, on avait parlé de Sentry il y a pas longtemps, et en fait, Sentry a le même truc de créer un canular éditorial. Je sais pas comment dire. En gros, on va essayer de dire Stan Lee, t'as créé tellement de personnages que t'as oublié qui t'a créé, et si jamais t'avais oublié ce mec-là aussi. Et il y a un peu ce truc-là de dire en fait, ils sont inspirés de ça, mais on l'a jamais dit, on le découvre que maintenant, et voici la vraie histoire derrière. Quesada, de toute façon, à l'époque, il aimait bien, comment dire, faire des coups, faire des coups de communication, mais avec quand même un fond, remettre les créateurs en avant et tout. C'était depuis Marvel Knights, pour avoir l'idée d'aller chercher Kevin Smith pour reprendre Daredevil, ça participe à cette idée en fait de rendre cool les comics. C'est-à-dire, je pense que son idée c'était ça. Et Unstable Molecules, ça fait partie de là, c'est de dire ça a beau être Marvel, ça a beau être les 4 Fantastiques, mais on peut amener un auteur qui est célébré chez les indépendants, chez les gens qui jamais ne toucheront un comics Marvel, venir chez nous et puis et c'est faire briser les barrières, et ça je trouve que c'est toujours une bonne chose en fait, de
de casser en fait les idées reçues sur le mainstream, les indépendants, voilà. C'est après tout c'est les auteurs. Finalement, c'est souvent les mêmes auteurs. Oui, voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, et qui est à l'époque le scénariste qui a le vent en poupe. Sinon, Brian Michael Bendis, quand tu vois les premiers clips de Brian Michael Bendis, on est dans de l'indé total, quoi. On est vraiment dans du do it yourself. Ouais, il y a Torso qui est ressorti chez Delcourt. Je pense que c'est l'occasion pour les lecteurs qui auraient découvert le travail de Bendis avec Daredevil, Jessica Jones ou autres de se faire aussi leur propre avis sur l'œuvre du coup de Bendis avant. Et c'est vraiment super. Je trouve que tout est là, quoi. Comme Brubaker en fait. Aussi à côté de son run de Captain America, c'est intéressant de comparer. Mais ouais, donc les molécules instables, c'est un titre assez intéressant et surtout qu'en plus. Pour ce côté aussi, on va prendre ce qui caractérise dans l'idée les 4 Fantastiques et pousser les potards à fond. C'est-à-dire, c'est un couple très dysfonctionnel. Reed Richards est très obsédé par la science et un mauvais mari. Il est pas sympathique du tout. C'est un connard. Franchement, il est vraiment pas sympa du tout dans la fiction. Et ensuite, donc Ben est amoureux et un boxeur raté en fait, donc de Sue, et Johnny va se faire embrigader par Jack Kerouac, on va dire, à peu près. Ouais, par la Beat Generation. Ouais. Qui est un petit peu ce que tu vois dans le numéro, justement, de l'arrivée du Prince des Mers, où Johnny a quitté l'équipe, et en fait, il traîne dans le Bowery, et il tombe dans un immeuble pour SDF. C'est là qu'il découvre, le Prince des Mers, qui est amnésique. Donc, ça a beau être, une relecture en prenant les clichés de l'époque, il retombe quand même sur ce qui était présent dans les premiers épisodes de Unicorn. Ben alors là, je fais un bond de plusieurs années, mais il y aura aussi du coup une mini-série, donc l'histoire d'une vie et les Fantastic Four, aussi écrite par quelqu'un qui vient plutôt de l'indépendant, Mark Russell, qui est plus un satiriste, j'ai envie de dire aussi de l'Amérique, qui va du coup pareil. Alors je trouve peut-être moins de manière aussi référentielle, mais je trouve les molécules instables, il a cette force d'être assez accessible en même temps d'être vraiment puissamment ancré aussi dans le. Quand on relit les premiers épisodes de Fantastic Four, on voit aussi du coup des choses qui sont évoquées dans molécules instables, comme tu disais avec le côté Beat Generation ou même l'amour de Ben pour Sue supposé. Mark Russell, c'est un peu ça, mais en même temps, il va mélanger ça aussi avec, du coup, qu'est-ce qu'est les Fantastic Four au début, et il va mêler avec l'évolution des mœurs américaines pour aussi montrer l'évolution de la place de Sue dans le couple et aux États-Unis, avec l'évolution de la place de la femme, et qui en fait aussi un des titres accessibles, je trouve aussi récent, à la manière de Molécules Instables. Alors après, je sais que certains préféreront l'autre ou pas, parce que c'est vrai que le Mark Russell a plus de dessinateurs, alors que donc le Molécule Instable a ce côté peut-être plus indé. Mais en tout cas, je pense que c'est deux récits intéressants à découvrir. Si vous avez des clichés sur les super-héros, c'est toujours un peu niais, comme les Fantastic Four ou Superman. Je pense que, à mon avis, c'est un peu toujours le casse-tête que ont les éditeurs avec des personnages comme ça, alors qu'en vrai, une fois qu'on est plongé dedans, on se rend compte que tout est génial. Enfin bon, on n'est pas objectif là-dessus, je pense. Mais je pense que là, on vient de survoler un peu des mini-séries en plus, qui en termes d'époque commencent à s'égrener un petit peu quand même, entre One, Two, Three, Four, Molécules Instables, The End et l'histoire d'une vie. Et je pense qu'on pourrait quasiment faire une émission à part spin-off, juste sur comment ces mini-séries jouent de l'image qu'on a des Fantastic Four et de leur côté très policé et de leur image de père de famille génératrice de l'univers Marvel, et de comment ces mini-séries vont traiter tout cet héritage pour soit le pervertir, soit le sublimer, soit faire les deux à la fois, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant en fait de ce corpus presque de titres, quoi. Bah du coup, transition de tout trouver pour un autre des grands sommets du coup des Fantastic Four avec le Run Dickman. Le Run Dickman qui s'étale donc de 2009 à 2011. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'étale jusqu'à Secret Wars aussi, qu'il a peut-être la vraie fausse conclusion? Oui, complètement. Et honnêtement, New Avengers, si c'est pas une série Reed Richards, en fait littéralement. Enfin, Reed Richards et d'ailleurs. Vous savez qui? Reed Richards, c'est ceux qui sont moins intelligents que lui. C'est comme ça qu'on pourrait. Ouais. Non, parce qu'en fait littéralement, je crois que New Avengers s'ouvre avec
y a un peu comme dans Avatar de Cameron, en fait, ce côté où on ouvre sur un œil ou sur un visage qui va dire quelque chose, et on a ce renvoi qui est fait plus tard, mais entre-temps, il s'est passé beaucoup d'événements, et on sait que ça veut dire autre chose. J'essaie de rester très vague dans ce que je dis, parce que ce serait quand même dommage de vous spoiler peut-être un des meilleurs runs ever. Mais du coup, il y a le run des FF de Hickman, plus son run sur les Avengers et Secret Wars, qui sont... en gros, t'as le run des Fantastic Four, c'est d'une 1. Le run des nouveaux Avengers, c'est d'une 2, tu vois. Et puis t'as la rencontre des deux. Voilà, il s'est fait sa grosse saga cosmique. Parce qu'à la même époque, il fait aussi, si je dis pas de bêtises, Secret Warriors, qui est pas mal du tout sur le coup. Ouais. Secret Warriors, je crois que c'est avant. Alors, ça doit être en parallèle des FF au bout d'un moment, mais c'est sa porte d'entrée en fait chez Marvel, parce que c'est Bendis en fait qui à la base devait écrire Secret Warriors, et il dit non mais c'est bon, j'ai pas le temps quand même, je peux pas écrire 9 en série. Et il dit mais il y a ce mec là qui fait de l'indé qui est super chouette, et c'est lui qui le ramène au début. Et d'ailleurs Bendis raconte comment il coécrivait les trucs, et en gros c'est on en parlait 5 minutes, puis après il faisait tout le boulot. Ok, Alexandre Dumas. Et il reprend aussi des séries Ultimate avec des mini-séries, sont pas mal du tout sur sur Thor. Moi j'aime bien justement là quand il a commencé à exploser, et effectivement le Fantastic Four d'ailleurs il commence pas par le Fantastic Four, il commence par c'est pas Secret Avengers Fantastic Four, c'est Dark Reign Fantastic Four. Voilà. Parce qu'en gros, pour resituer à ce moment-là dans l'univers Marvel, Norman Osborn est devenu en gros le chef des Avengers de l'époque, en gros, donc les Thunderbolts. Et du voilà, Shield donc qui s'appelle le Strike. Non. Le Hammer. Moins subtil encore. Le Hammer. C'est plus violent, quoi. Le Hammer. Et donc, comme on l'a pu l'évoquer brièvement, en fait, suite aux événements de Civil War, Reed et Sue ont été séparés. Reed n'a pas fait des choses, on va dire, très nobles. Et en fait, on arrive à ce moment-là où, du coup, la famille renoue. Mais on est dans une période très compliquée dans l'univers Marvel, puisque justement, ils sont considérés comme des hors-la-loi. Plus ou moins. Et donc, on va arriver avec une attaque, notamment de la tour des Quêtes Fantastiques. Et on voit déjà des concepts qu'il va utiliser après dans son run, notamment le fait que Franklin est un gros fan de Spider-Man. Et il y a oui effectivement la machine de Reed Richards là qui va créer pour résoudre tout, qui va être premier arc. Oui, voilà. Le fameux truc, la solution pour tout, voilà. Et d'ailleurs, je trouve que, pour le coup, moi, c'est un truc qui fonctionne vachement bien sur moi. C'est comment il écrit Reed. Reed, c'est toujours un personnage qui est difficile à écrire dans le sens où, il doit être arrogant, il doit avoir une certaine forme d'ego démesuré quand même. C'est quand même un caractère qu'il a. Mais, il réussir à comment tourner ça pour garder l'aspect humain du personnage. Alors c'est vrai que souvent je trouve les détracteurs d'Hickman disent qu'il est assez froid dans son écriture et tout ça, et je trouve pas que ce soit tant le cas, et surtout c'est vraiment pas le cas là sur les FF, où vraiment la base du run, tout le début, tout ce qui va venir nourrir le début des intrigues, c'est le fait que Reed culpabilise de ce qu'il a fait durant la Civil War, veut essayer de résoudre ça, et veut essayer de résoudre ça tout en gardant un équilibre familial. Donc il y a une espèce de tiraillement du personnage qui, on va tester son élasticité, et qui est en fait très humain, c'est-à-dire la culpabilité, être capable de jongler entre sa vie professionnelle et sa vie familiale et tout ça. Bon, je pense qu'on est quand même plein à pouvoir se retrouver à divers degrés dans ces sentiments-là, quoi. Et ce que je trouve intéressant et qui m'avait un peu au départ, j'ai un peu buté dessus au départ, c'est justement l'apparence qu'il a au début de la série. Alors je crois que c'est, je sais plus si c'est déjà Eaglesham qui dessine, mais en fait pas sur Dark Reign, mais c'est Eaglesham. Il vient juste après. Ouais. Il y a ce côté en fait très musculeux de Reed que j'aime pas du tout.
et qui m'avait un peu sorti parce que moi je sortais du burn et des choses comme ça et j'étais habitué à ce côté très voilà justement filiforme et là il avait ce côté un peu bourrin et puis en plus au début on le voit pas mal avec un fusil et je me dis voilà qu'est-ce que c'est que ça, mais après justement comme tu dis tous les clichés ou les griefs qu'on peut avoir à l'encontre de Reed, à savoir le côté père absent, des fois mari pas ouf, qu'on peut penser en fait sur sa relation dans la famille, je trouve qu'il vient lui rajouter aussi une dynamique super intéressante avec sa relation à son père. Et justement, à travers ça, la relation que lui-même a avec son propre fils et sa propre fille. Sa propre fille qui cache qui arrive de moins en moins à cacher le fait qu'en fait c'est un génie, peut-être du mal, entre guillemets, parce qu'elle a un parrain qui n'est autre que Fatalis et du coup, elle va aussi avoir son propre agenda d'une certaine manière, parce que des fois, elle est quand même... c'est finalement elle qui est plus froide que Reed Richards d'une certaine manière, beaucoup plus pragmatique et des fois et dans les résultats plutôt que comment on y arrive. Et du coup non ça, et puis aussi bien avec un peu plus tard le thème du deuil, je trouve que c'est pas des gimmicks narratifs mais c'est vraiment juste des thèmes qu'il a vraiment voulu aborder, et que on va retrouver après par la suite et qui justement contredisent l'idée d'un Hickman qu'on peut aussi voir dans Ultimate Spider-Man, un Hickman qui en fait est capable d'écrire des drames humains, qui est capable de s'intéresser à mon personnage et à faire de la comédie et de l'humour aussi. Donc non, franchement ce run là est vraiment super. Il y a un très bel épisode là où on comprend que Ben sera celui qui va survivre à l'équipe jusque très loin dans le futur, et la conclusion est vraiment super. Moi, j'ai rien à ajouter. J'adore tout ce run. Et j'ai rien à ajouter à ce que vous avez dit. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, sinon que c'est con parce que tu vas m'en parler après en plus. Oui, voilà. Et le seul regret que j'ai avec Hickman, c'est qu'ils aient pas trouvé pour l'associer mais ça, c'est à partir de là, c'est c'est fréquent dans les séries Marvel, c'est pas l'associer avec un dessinateur qui reste tout le long de son run. J'aurais aimé le voir avec un dessinateur qui aime la distance sur tout son run. Parce que c'est là, il y avait un petit peu la valse, il y a eu donc Gulsham au début, moi je trouvais que ça collait très bien, mais rapidement, il y a Neil Edwards qui vient faire des remplacements. Ensuite, ils mettent Steve Epting, et j'aime beaucoup Steve Epting, mais je le trouve moins à sa place que sur Captain America. Kitson fait des choses sympas, mais ils ont pas retrouvé, je trouve, un dessinateur à même de transporter autant que ces scénarios me transportent. Ouais. Non, c'est vrai, effectivement. En tout cas, et c'est un truc que j'aime beaucoup en fait aussi, qui est qui du coup est assez logique dans le fait qu'il écrive les FF, c'est ce qu'il va écrire après aussi sur New Avengers et Secret Wars. C'est en fait pareil, je trouve je trouve qu'un défaut un défaut, une critique qui est souvent faite à Hickman et qui pour moi est pour le coup une vraie erreur, c'est de dire que il aime écrire des personnages puissants, intellectuellement supérieurs et etc. Ah oui, au contraire. Il les écrit toujours de manière négative en fait. Ces personnages-là sont toujours dans l'erreur en fait. Et il y a un truc chez Hickman qui est extrêmement il est très laudatif en fait du Golden Age ou du Silver Age et des héros positifs. Alors il sait qu'il va pas entre guillemets s'il a envie de faire des cartons, il va pas les faire en écrivant des personnages super positifs, solaires et lumineux et tout ça. Donc il écrit quelque chose qui est parfois sombre, très moderne, etc. Mais toujours en arrivant dans sa narration à nous emmener vers la conclusion on est en train de lire des histoires de super-héros, les super-héros doivent être des super-héros, ils doivent être moralement irréprochables pour être des super-héros, et voilà, à partir du moment où ils transigent, à partir du moment où ils sont en train de calculer le moins pire des chemins, ils ne sont plus dans l'héroïsme, mais ils sont du coup forcément d'une certaine manière du côté des méchants. Oui, c'est plus présent dans New Avengers, c'est ce que tu disais, c'est que
ils ont l'ombre de Civil War. Ils ont fait des erreurs durant Civil War et ces erreurs vont les empoisonner. Et l'idée des Illuminati, effectivement, il en montre toute l'impasse quelque part dans Avengers. Mais ce qui est aussi dans le run des FF Et avec oui, le Conseil oui, des ça Reines. commence avec ça. Où en fait il dit tu vas être dans ta radicalité, puis après il lui montre vraiment qu'est-ce qu'un Reed radical qui a tout sacrifié en fait pour arriver à ce côté. Ok, on a une solution pour tout au détriment d'eux. Et après en fait ta famille, tes amis, tel univers et de tout, voilà, littéralement quoi. En fait c'est pas une solution pour tout, c'est une solution contre tout quoi, vraiment. C'est pas un hasard si le grand méchant de son univers Ultimate remodelé depuis quelques mois, c'est The Maker, le Reed Richards de l'univers Ultimate qui a pété les plombs et qui est devenu un tyran. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis d'ailleurs, on vous renvoie à l'émission qu'on a pu faire sur l'univers Ultimate si vous voulez en savoir plus, mais c'est vrai que oui, justement, c'est un prolongement de ces thématiques, comme on parlait aussi de Morrison chez DC Comics, qui a pu aussi à travers toutes ces séries, soit j'imagine, tu me contrediras pas peut-être, enfin j'espère que tu me contrediras pas, que ça, les Seven Soldiers ou même les jusqu'à Final Crisis où justement il y a tout que des jalons en fait qui sont placés, alors que individuellement on pensait pas que ça allait jusque là en fait. Ouais, il est totalement dans une écriture où chaque série apporte une pierre à ce qu'il a déjà bâti et te donne envie de relire tout ce qu'il a écrit avant, parce que ça te donne encore une autre vision de ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment cette notion effectivement de corruption, séduction de l'innocence, corruption en fait du pouvoir qui corrompt, pouvoir absolu qui corrompt, qui traverse également les autres séries Ultimate qui supervisent. Tous ces personnages-là sont confrontés à des choix drastiques dans un monde qui est entièrement du coup corrompu. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Ouais. C'est un auteur moi c'est un auteur que j'aime beaucoup effectivement. Aussi pour ça pour le côté il fait vraiment une œuvre On est vraiment mais de la même manière c'est pour ça que je le citais dans le même c'est pour ça que je le mettais dans le même sac que Byrne, Kirby et Simonson, c'est qu'on a des idées, on a des thèmes qui reviennent, et c'est justement le pouvoir et la corruption, il y avait ça chez Jack Kirby aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais quand t'as le pouvoir absolu, enfin que ce soit le Silver Surfer, que ce soit Louis, que ce soit Darkseid, l'équation d'antivie, des choses comme ça. C'est des questionnements sur le pouvoir et c'est à la base du comics de super-héros et donc ils prennent quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de ces personnages et ils en font une œuvre d'auteur et ça je trouve ça fabuleux. Bon, je pense que vous l'avez compris, en tout cas tout le run Dickman donc de Fantastic Four donc Avengers du coup va sortir en omnibus pour le cas du deuxième tome des Avengers. Ensuite, donc après, donc quelques péripéties liées à Secret Wars. La série en fait il n'y a pas de série en fait Fantastic Four. Alors juste j'ai envie de dire un mot sur celle de Robinson parce que même si elle est très courte en fait post Hickman, elle est super chouette. C'est vraiment la série où c'est vraiment super dommage qu'elle ait dû s'arrêter parce que j'aurais aimé avoir un run complet de Robinson de Starman. Ouais, c'est James Robinson. Ah ouais, ok, je sais même pas, je découvre. Tu vois. Fraction avait repris à la suite de Hickman, il avait repris Fantastic Four et FF. FF, c'est plutôt sympa parce qu'en fait, c'est pendant que les Fantastic Four font une aventure dans une autre dimension. Ouais. Ils laissent les clés à une autre équipe et c'est Ant-Man, Miss Hulk, Medusa et Miss Chose. Et une actrice qui prend le costume de la chose, une actrice qui sortait avec et c'est il y a un côté moi j'aime bien X-Statix, j'aime bien aussi la Justice League internationale de Giffen et de Mathéis et il y a un peu ce côté équipe de bras cassés mais qui vont se révéler au fur et à mesure des aventures. Vendu, c'est bon. La série FF de Fraction et Allred, elle est vraiment très très. Autant je trouve que la série de Fraction et Bagley trouve jamais vraiment son rythme. Autant à côté de ça, celle de la série secondaire est vraiment exceptionnelle. Et du coup, on a juste oublié un petit truc sur le Hickman. C'est aussi la transmission à une autre génération et le fait qu'il crée la future fondation.
Oui, c'est vrai. Avec les enfants surdoués, et ça c'est aussi un grand thème. Mais d'ailleurs, un thème qui sera repris dans le run de Dan Slott, parce que le run de Dan Slott, alors, qui a duré de 2018 à 2022, qui, en fait, comme d'ailleurs le run de Ryan North, ne commence pas avec l'équipe au complet. On découvre après pourquoi. Enfin, disons, pas en même temps. Au complet en même temps. Donc ce run de Dan Slott, on a déjà pu en parler dans un podcast précédent, mais c'est vrai que il est un peu mal aimé parce que donc Dan Slott sortait des périodes Spider-Man, en plus il a été percuté par pas mal d'events, donc que ce soit Empire, et je sais plus même quel autre événement il y a eu d'ailleurs, mais il y a eu pas mal de trucs, War of the Realms aussi sûrement, je pense à ce moment-là. Donc et puis surtout il y a eu pas mal King de Black, des choses comme ça. King Black peut-être aussi, oui, mais en tout cas il y a surtout eu du coup le côté où aussi il y a eu pas mal de valses de dessinateurs. Ça a commencé avec Pikeli et puis après il y a eu donc pas mal de jolis noms qui se sont succédés. Voilà, et c'est vrai que le run de Slott, justement, ce que je retiendrai, déjà au-delà de la concrétisation de l'idée qu'il avait abordée dans le She-Hulk avec la Reckoning War, et ce genre de choses, et aussi un mariage, moi, qui m'a beaucoup fait rire, de Fatalis avec Johnny qui gâche tout et qui m'a, je trouve qu'il est très bien écrit, qui rappelle que Dan Slott sait très bien écrire aussi les scènes de comédie. Il y a surtout cette idée-là que j'aime beaucoup dans ce run-là et qui justement qu'on retrouve après, c'est que en fait, entre-temps, Ben et Alicia ont à leur tour en fait des enfants dont ils vont s'occuper, et des enfants qui sont des Skrulls et des Kree, donc les deux parmi les principales races extraterrestres qu'on voit dans les Fantastic Four notamment. Et ensuite, on voit aussi du coup le développement des personnages de Franklin et de Valeria. Et ce que j'aime beaucoup dans ce run-là, c'est qu'il y a ce côté un peu vide quartier aussi, avec le mariage justement de Ben à Yancey Street. C'est vraiment un run qui est très qui a du cœur en fait, je trouve, qui est vraiment très agréable en fait. Moi, je l'aime vraiment bien, le run de Slott. Il est un peu en hit or miss, quoi, comme on dit. Il y a les sagas, les arcs narratifs qui marchent très bien. Et il y a ceux qui marchent peut-être de façon moins complète, quoi. Mais comme tu dis, il y a plein. Il apporte plein de choses à la mythologie des personnages. Il les fait avancer. Mariage, enfant, des idées un peu partout, etc. Et c'est en ça c'est vraiment chouette, quoi. Pour moi, il a presque le défaut d'être coincé entre le run Dickman, qui est une espèce de trou noir qui annule tout sur son passage, et après, pour moi, avec le run de Ryan North, qui est un de mes runs préférés sur les FF, et peut-être mon comics mensuel préféré depuis 2 ans, 3 ans. Et vu que de toute façon tu risques de pas lâcher le micro et que tu l'as déjà répété 2-3 fois, est-ce que tu peux nous dire à nouveau pourquoi le run de Ryan North pour toi est un de tes favoris, et pas pour les dinos? Non, mais en fait, c'est un de mes favoris parce que en fait, ça reprend tout ce qu'on a dit sur les forces de ce que sont les FF, c'est-à-dire que c'est une série où pleine d'idées, et Ryan North, c'est le mec qui écrit, alors il faudrait que je vérifie la date, mais qui écrit le comic strip de dinosaures depuis, je sais pas, il doit l'écrire depuis 15 ans. C'est un comic strip où en fait il y a 4 cases qui sont identiques depuis 15 ans, et où en fait il change le texte à chaque fois pour raconter une nouvelle histoire, et du coup c'est quelqu'un qui a des idées, il en a des milliards, et c'est pour ça qu'il fait faire une série où en fait quasiment tous les épisodes sont autocontenus. Il y a parfois des arcs en 2 épisodes. Et c'est aussi un gros scientifique, Ryan North, donc il va injecter plein d'idées de science. Il y a un côté presque Doctor Who des années des premières saisons, avec le côté très pédagogique, avec on va apprendre des choses tout en affrontant des aliens, et c'est fun, plein d'idées, de l'aventure, de la découverte, de l'exploration, la famille. C'est une idée, même pas par épisode, mais par page, j'ai envie de dire, avec rien que l'épisode sur Doom. Non, mais l'épisode, ça doit être l'épisode 7, je crois, sur Fatalis, c'est absolument exceptionnel. Mais après, on va avoir il sera pas dans le deuxième deluxe, faudra attendre le troisième, mais l'épisode 25 qui est centré sur Johnny, est absolument
magistrale en fait ouais c'est vraiment pour moi tous les mois j'ai envie de découvrir l'idée incroyable qu'il va avoir eu et comment il va me raconter une histoire où je vais faire ah putain c'était trop bien et voilà et c'est à l'heure j'aime bien quoi. Donc, à l'heure où on enregistre donc la série vient de se terminer et elle est déjà en fait relaunchée avec du coup un nouveau dessinateur qui est Humberto Ramos. Humberto Ramos, qui, de ce que j'ai compris, a déjà pas mal de chapitres d'avance, d'après une source très bien placée, qui a pu voir des très jolis dessins de Ramos. Et donc, ouais, non, ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, là, je viens de recevoir le Deluxe au bureau, là, du tome 2, donc j'ai très hâte, parce que je me suis réservé, tu vois, le petit plaisir de le découvrir en une traite, parce que je sais que je partage ton avis sur la série. Du coup, donc je pense qu'on a, voilà, bravo, on a réussi à presque rester en dessous des 2 heures. Et du coup, je pense que tout le monde aura compris qu'on a un peu tous nos périodes favorites, ce qu'on préfère aussi dans l'équipe, avec des fois des différences, hein, donc selon les approches des auteurs et autres. Et du coup, là, c'est un peu le choix cornélien, c'est notre histoire préférée. Du coup, Aurélien. Alors moi, après moult hésitations, je vais dire, je vais tricher un petit peu, je vais coller 2 arcs justement, et je vais dire l'histoire du Conseil des Rides de chez Hickman, donc l'arc Dark Reign plus le premier arc de la série régulière. Je trouve que on en a parlé, mais il y a tellement c'est tellement une déclaration d'intention, à la fois une écriture vachement fine du personnage et plein de concepts de SF bien et de SF de super-héros quoi, bien barré que pour moi c'est mon, on va dire c'est mon histoire préférée. Et toi, Yann? Moi, j'ai pas hésité, j'ai pris le numéro 245. J'étais obligé quand même de relire le numéro. Ouais, c'est donc de John Byrne, et c'est la fille invisible qui se bat seule contre un ennemi mystérieux. Je vais pas dévoiler en fait ce qui s'y passe. C'est Sue Richards participe à une émission de télé, donc le Baxter Building. Reed et Johnny et Ben sont restés à la maison. Et quand elle revient de l'émission de télé, elle découvre en fait toute l'équipe assommée. Et il y a un mystérieux personnage qui a l'air surpuissant, qui les a atomisés. Et la clé de l'histoire, c'est l'identité de ce personnage. Ce qui est fabuleux avec cet épisode, c'est que il y a de l'inventivité en fait dans la narration constamment. C'est-à-dire ça démarre avec la manière de raconter pour la millième fois les origines des 4 Fantastiques pour éviter que ça soit gavant. Ça fait partie d'un petit segment dans l'émission télé où tu as des images du vol des 4 Fantastiques mais prises de l'intérieur par des caméras. T'as des photos d'actualité des héros. Donc il y a ça, il y a la manière dont Byrne dessine les pouvoirs de l'invisible. Parce que lui, il faisait pas les petits pointillés comme les autres, il faisait vraiment des longs traits. Et il joue avec le fait que des fois les impacts, en fait, tu vois pas ce que les impacts rencontrent, mais tu sais qu'il y a un mur invisible, tu sais il joue avec notre perception. Et il arrive à la fin à retourner le tout, à présenter l'identité de l'adversaire et à faire une caractérisation d'un autre personnage de l'équipe, d'apporter une nouveauté en fait sur un autre personnage de l'équipe dont on avait qui apparaît en fait, qui n'a pas été prévu du tout dans l'épisode, et pourtant qui est complètement cohérent. Et c'est plein d'astuces, en fait, plein de retournements de situation dans tout l'épisode. Et ouais, moi, comme tous les épisodes de Byrne de cette période, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée, parce qu'en plus c'est écrit à l'ancienne, donc du coup, en fait, il présente tous les persos, leurs pouvoirs. Ouais. Avis partagé pour avoir découvert cet épisode-là il y a pas si longtemps que ça. Donc quant à moi, ça va être le numéro 51 donc des Fantastic Four, donc This Man, This Monster, qui en fait ce qu'on n'a pas forcément parlé, mais Alex Ross a fait un graphic novel. Cette fois on peut le dire, c'est pas un faux graphic novel. C'est du coup un 64 non un peu plus une histoire du coup assez courte sur
qui reprend justement l'idée qui est abordée dans ce numéro-là, qui à mon avis synthétise très bien déjà la caractérisation de Ben, qui pour voilà mon perso préféré dans l'équipe, et qui a ce côté donc comme on l'avait dit monstrueux, qui va faire que du coup voilà il y a des moments, il va y avoir des moments de déprime dans son rôle sur l'équipe, dans son rôle dans la vie en général, et il va être remplacé par un scientifique jaloux qui va en fait prendre son identité et du coup essayer de faire un piège en fait au 4 Fantastiques, et bon alors je révèle pas du coup ce qui se passe à la fin, mais disons que je trouve que ça caractérise déjà effectivement très bien Ben, mais surtout à côté de ça en même temps caractérise également, et qui fait aussi que Reed Richards n'est pas le maker dans cette réalité là, aussi tout l'humanisme en fait de Reed, et le don du sacrifice en fait dont il peut faire preuve, et l'amour en fait qu'il a pour cette équipe qui est surtout sa famille en fait. Donc ouais non, c'est un numéro que je trouve absolument fabuleux, qui alors je sais plus exactement en quelle année en intégrale, mais à mon avis c'est les années 65 ou 66 du coup voilà. Et en même temps du coup voilà, donc dans l'intégrale donc 66 à retrouver, qui est vraiment donc un numéro fabuleux. Et du coup l'histoire qu'on conseillerait à quelqu'un qui ne connaît pas les FF. Aurélien Attention, ça va être un gros tremblement de terre vis-à-vis du dernier quart d'heure. C'est Ryan North, donc je crois je filerai le premier omnibus, justement parce que en fait il y a une dizaine d'histoires différentes qui s'attardent sur chacun des personnages, qui s'attardent sur l'aspect familial, qui racontent des aventures, qui voient d'autres dimensions, qui présentent aussi plusieurs super vilains classiques de l'équipe. Bref, c'est pour moi une super porte d'entrée, et en plus comme je disais plus tôt dans l'émission, j'aime bien conseiller aussi des trucs récents et modernes, parce que je trouve que ça permet au plus grand nombre de mettre le pied à l'étrier. Et toi Yann? Sur le récent, oui, Mark Waid ou Mark Millar, parce que la narration est plus récente, et c'est moins exigeant que Jonathan Hickman, parce que tu sais qu'avec Jonathan Hickman, tu vas être obligé de lire tout le run pour l'apprécier pleinement. Donc effectivement, tu peux lire les 6 premiers épisodes du run de Waid, ou les 6 premiers épisodes le Millar est vraiment pas long, quoi, ça fait 12 épisodes, et tu as une bonne caractérisation. Mais moi, j'aime bien la version classique. Donc, il y a un Marvel Must Have là qui va sortir, qui republie la saga de Galactus des années 60 par Stan Lee et Jack Kirby, la saga de Galactus des années 70 par Stan Lee et John Buscema, et la saga de Galactus des années 80 par John Byrne. Donc, il y a 3 relectures, voilà, 3 salles, 3 ambiances. Et ce qui est chouette, c'est que si on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que le Silver Surfer et Galactus, c'est quand même des parts importantes quand il n'y a pas Doctor Doom, il y a Galactus. Je veux dire, on a réussi à faire 1h50 sans citer Galactus. Non, on l'a cité dans l'apparition. Non, je sais qu'on l'a cité. Et puis en plus, le côté énorme, étant donné que dans le film, il va être présent, c'est pas un spoiler, on le voit dans la bande-annonce, ça permet, je pense que, voilà, si vous voulez voir en fait pourquoi effectivement les 4 Fantastiques ont été considérés pour le meilleur comic book du monde, à un moment donné, le meilleur comic book de super-héros, cet album-là. Donc, en plus, vous avez, du coup, 3 histoires complètes, des bons échantillons de chaque style. Si vous vous laissez happer par, si vous laissez, outrepasser, on va dire, quelques différences de narration, ça reste quand même des histoires, tout à fait solides, où on va dire, les aspects les plus vieillots sont complètement gommés par la démesure de l'adversaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est quand même en présence d'une apocalypse, quoi. Ah oui, non, mais de toute façon, moi, j'ai ce truc-là sur les comics vieillots, mais comme je le disais aussi en début d'émission, Stanley Kirby, encore une fois, sur les Fantastic Four, ça envoie du bois dès le début, et sur la trilogie Galactus, c'est voilà quoi. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé pour découvrir spécifiquement Galactus, on avait reçu Mathéo, il nous avait parlé de son travail notamment sur les anthologies, et l'anthologie Je suis de Galactus, pour l'avoir reçu et commencer à la lire, c'est un régal. Enfin, vraiment trop bien.
Et bah du coup, quant à moi, je vais être assez bref. De toute façon, pareil, comme Yann, je conseillerais soit si vous voulez un run un peu plus long, le run de Mark Waid et Wieringo qui est ressorti donc en poche, ou alors vous pouvez avoir en version omnibus si vous êtes comme moi très myope, ou alors l'histoire d'une vie que je trouve aussi comme Molécule instable être un bon point d'entrée dans l'univers. Avec un prisme plutôt sociétal en fait sur les 4 fantastiques que je trouve assez pertinent. Selon vos goûts, peut-être que les molécules instables vous plairont plus, mais en tout cas, je pense que ces 3 récits-là, à mon avis, semblent une bonne porte d'entrée. Voilà. Et corporatisme oblige, ils sortent bizarrement le même jour pour accompagner le film. Donc voilà, du coup la boucle est bouclée et nous aurons notre piscine à Noël. Du coup. Ah bon? Voilà. Donc un grand merci du coup à vous deux et à toi. Merci à vous. Du coup spécifiquement pour être venu chez nous et écoute avec plaisir. On espère avoir donné envie à tout le monde d'avoir découvrir peut-être le meilleur comics du coup du monde. Rien que ça. Et quant à nous, on vous retrouve peut-être au cinéma devant les 4 fantastiques et pour une prochaine émission du Panicast. Salut. Au revoir.